Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Waouh, franchement, quel plaisir d'être là aujourd'hui. Je vous avoue, il y a un petit stress. Quand même, on va pas se mentir, hein. C'est pas tous les jours qu'on parle devant autant de monde. Donc, il y a ce petit stress, mais je pense qu'on va passer un bon moment. On est là pour échanger, partager, dans la joie, dans la bonne humeur, vraiment des good vibes. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui et nous, on est vraiment ravis aussi d'être présents avec vous aujourd'hui. Bienvenue à cet après-midi spécial consacré à l'entrepreneuriat et qui met en avant le parcours de 5 femmes noires afrodescendantes. Aujourd'hui, que vous soyez au début de votre parcours entrepreneurial, au milieu ou déjà bien lancé, vous êtes au bon endroit et nous sommes ravis de vous accueillir. Merci Mélanie. En tout cas, merci à vous d'être là. Je suis aussi ravie d'être avec vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous présenter et de vous parler de ce qui va se dérouler cet après-midi, on tenait à remercier Mélanine Suisse pour cet incroyable festival, parce que c'est vraiment un honneur d'être enfin représentés. Aujourd'hui, nous écrivons ensemble les premières pages de ce festival et bien entendu, c'est la première édition et on espère en voir d'autres. Et donc, nous tenions à vous rappeler que c'est un événement convivial, bienveillant. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions ici, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, vraiment, sentez-vous libre de poser toutes les questions qui vont vous passer par la tête au cours de ce speed dating. On a la chance d'avoir à nos côtés aujourd'hui des femmes inspirantes avec de l'expérience. Elles ont posé la première pierre, elles se sont lancées, elles ont sauté le pas. Et aujourd'hui, peut-être que leur histoire peut aussi en inspirer d'autres. Encore un grand merci au festival Black Helvetia de nous permettre d'être les maîtres de cérémonie de ce speed dating. Ici, certes, vous n'allez pas rencontrer l'amour, mais vous allez rencontrer la passion. Alors, moi, c'est Ornella Alombadago. Je suis actuellement coordinatrice dans un espace de coworking et mon projet entrepreneurial est de devenir coach en développement personnel. Et j'ai à mes côtés ici l'honneur d'avoir Mélanie Mutombo, qui est actuellement travel designer entre Suisse et Maroc. Et son projet entrepreneurial est de devenir travel et de devenir... Travel et event planner. C'est des mots barbares pour dire que je suis agent de voyage. Voilà. Elle m'a mis plein de mots d'anglais et puis elle sait que je déteste ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle va faire et puis elle va se spécialiser dans le continent africain. Alors, nous sommes les cofondatrices de FAMM. FAMM, ça veut dire femme fabuleuse, motivée à entreprendre. Nous avons un cercle personnel et professionnel qui malheureusement n'a pas été très aidant et soutenant. Surtout lorsque nous avons décidé de nous lancer dans le projet entrepreneurial. Nous avons bien entendu, on allait voir d'autres réseaux qui existaient, mais on ne s'est pas reconnu dans ces réseaux-là. Et on n'a pas trouvé le soutien dont on avait besoin. Et donc finalement, on s'est dit, mais au lieu d'attendre d'avoir un réseau qui va nous apporter ce dont on a besoin et ce qu'on recherche, pourquoi pas tout simplement créer le nôtre? Et c'est comme ça que FAMM a vu le jour. Et pour nous, ce qui est important à travers notre réseau, c'est vraiment d'apporter du soutien, ce qui nous a manqué à nous, des outils et notamment un environnement bienveillant et sans jugement afin que nos membres puissent venir échanger avec nous sur leurs échecs, leurs peurs, mais aussi leurs réussites. Parce que pour nous, chez FAMM, ce qui est important, c'est aussi de célébrer la réussite. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé ce réseau où on est actuellement une quinzaine de membres et ça fait une petite année qu'on est là et franchement, on apprend de plus en plus avec ces femmes qui nous entourent. Et d'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur nous, venez à notre rencontre dès demain lors d'une séance d'information qui se situera à Neuchâtel. On vous donnera plus d'informations par la suite. Alors, tout le monde connaît le concept du speed dating. Par contre, ici, il sera un peu différent. Il sera en 3 étapes. La première phase, nous, on l'a appelée la phase de découverte. On va apprendre sur nos 5 entrepreneurs à succès. On va connaître leur métier qui passe du culinaire, prêt-à-porter, alimentaire et capillaire. Chacune va venir nous raconter leur expérience unique et inspirante. Après va venir la deuxième phase de séduction.
Cette deuxième phase, c'est d'en apprendre davantage, ce qui va nous permettre de connaître un peu plus grâce à une coach de vie qui va venir ici échanger avec elle. On va connaître leur motivation, leurs challenges, leurs stratégies, et elles nous diront tout. Après vient la phase préférée de tout le monde, la phase de conclusion. Ça va être le moment où est-ce qu'on va finalement échanger en tête-à-tête avec elle pendant 10 minutes. Ça sera l'occasion de voir s'il y a match. Et donc, afin de préparer au mieux cette dernière partie, on vous demandera de faire des petits devoirs. C'est de préparer déjà vos questions en amont. Donc, au fur et à mesure, vous avez des questions. On vous invite à les écrire sur vos téléphones ou si vous avez un stylo, un papier. Comme ça nous permettra d'avoir un échange un peu plus fluide à la fin. Donc, à présent, je pense que Ornella et moi, on a assez parlé. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc, on va commencer par nos 2 premières intervenantes avec qui vous allez pouvoir directement échanger après leur présentation. Donc, elles vont parler pendant 10 minutes pour vous présenter leur concept et vous pourrez directement leur poser vos questions. Par contre, les intervenantes qui viendront après, on les laissera faire leur présentation et on reviendra sur les questions un peu plus tard. On va commencer cette présentation avec Hélène Moulin, de Chef en Cuisine. Malheureusement, Hélène n'a pas pu nous rejoindre physiquement ici, donc elle va nous rejoindre en visio. Et donc, Hélène est la fondatrice, comme je vous disais, de Chef en Cuisine. Vous l'aurez compris, c'est dans le domaine culinaire. Et donc, elle va nous présenter son concept. Elle a eu à cœur de créer une communauté de cuisiniers passionnés, offrant des ateliers culinaires à la découverte de saveurs de divers horizons. Je vous prie d'accueillir Hélène. Merci beaucoup. Merci pour l'introduction. Bonjour à toutes. Merci de m'accueillir, même si je ne suis pas physiquement sur Suisse. Je suis ravie de pouvoir vous présenter le concept de Chef en Cuisine et comment l'entrepreneuriat peut vraiment changer les choses, non seulement pour vous, mais en même temps pour les personnes qui sont autour de vous. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Je suis Hélène, j'ai 40 ans. Je suis originaire de Paris, afro-descendante. Donc, mes parents sont originaires des Antilles françaises, de la Guadeloupe. Et je suis arrivée en Suisse en 2015 après avoir eu une expérience à New York où j'étais pendant 2 ans en finance, dans le domaine du luxe. Et c'est l'événement qui a vraiment changé ma vie, car pendant 2 ans à New York, contrairement à ce qu'on pourrait croire, j'ai vraiment eu une expérience très difficile où j'ai eu besoin de remettre en question pourquoi je travaillais, pourquoi est-ce que je m'investissais autant pour des personnes qui, in fine, avaient juste une consommation de produits pour juste consommer plus, on dira en quelque sorte. Et donc, c'est comme ça qu'en 2015, j'ai quitté mon job de New York. J'ai eu la chance d'avoir un poste à Brugge, pour l'horlogerie toujours, et c'est comme ça que je suis arrivée en Suisse. Pourquoi est-ce que 2015 est si important? C'est qu'au même moment, quasiment quelques mois après mon arrivée en Suisse, il y a eu la crise qu'on appelait la crise des migrants. Et moi, ça m'a énormément impactée, parce que je me suis dit: «S'il y avait eu un petit jeu du destin, si mes ancêtres n'avaient pas traversé l'Atlantique bien plus longtemps qu'avant moi, peut-être que j'aurais fait partie de ce flux de migrants qui allaient vers une vie, ou du moins qui allaient se donner les moyens de construire leur vie». Et c'est là où, forte d'un profil en finance, d'un savoir-faire et de compétences, je me suis dit: «Il est temps que j'utilise mes compétences pour le plus grand nombre et pas simplement pour pouvoir aider l'industrie du luxe à prospérer». Donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir à quelle pourrait être l'activité qui permette aux personnes qui arrivent dans un pays de trouver une manière de s'intégrer, de montrer le meilleur d'eux-mêmes, de montrer la richesse de leur culture et de pouvoir aussi devenir indépendant financièrement. Alors, indépendant financièrement, c'est un bien grand mot, mais en tous les cas, d'avoir la satisfaction d'avoir un travail qui rémunère à la hauteur de son investissement. Et c'est là que je me suis dit que la cuisine, c'est quelque chose qui non seulement est, est très fréquemment transmis dans les familles et comme étant une compétence intrinsèque. Et en plus, ça nous permet de présenter notre diversité culturelle
via la cuisine. Un autre, peut-être, qui est un détail qui n'en est pas un, je suis basée à Bienne, dans une ville où il y a 150 nationalités. Donc pour moi, originaire de Paris et venant directement de New York, cette diversité qu'on avait déjà sur place, je me suis dit: «Utilisons-la pour montrer que Bienne est une représentante de 80 du monde et qu'on peut faire la promotion de toute la diversité et de la beauté des êtres humains par la cuisine». Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Alors, il y a eu énormément d'étapes entre 2015 et 2017 où j'ai officiellement fait le premier événement. Et notamment dans toutes ces étapes, il y a la partie de créer un business plan, d'aller rencontrer les différents acteurs locaux de l'activité, qui faisait déjà du culinaire dans les environs, qui était en contact avec les personnes qui arrivaient sur Suisse ou du moins sur Bienne et qui cherchaient à s'intégrer et qui était en mesure de m'aider à développer le projet. Donc ça a pris environ 1 an et demi. À l'époque, j'étais toujours à 100 dans le luxe à travailler et en 2017, fin 2017, j'ai organisé le premier événement Chef en cuisine avec l'aide de 5 cuisiniers qui représentaient 5 pays différents. De mémoire, à l'époque, on avait les États-Unis, la Réunion, la République du Congo, le Tibet et j'ai oublié le dernier, je crois que c'était l'Inde, dans les tout premiers. Et on l'avait organisé à l'époque dans la House pour Bienne. On avait été soutenu par le service de l'intégration de la ville de Bienne et on a pu donc, du moins en tout cas personnellement, j'ai pu vérifier le concept de se dire: «Est-ce que des gens viendraient si on propose simplement des plats qui viennent de partout dans le monde?» Alors forcément, initialement, on était gratuit, donc des gens venaient bien sûr, mais l'objectif, c'était qu'on puisse financièrement vivre de notre, activité. Donc c'est là où j'ai continué à travailler le concept en me disant: «Non, ça joue pas si on doit faire un événement gratuit à chaque fois ou des événements qui couvrent à peine le coût de la matière première, mais en revanche qui ne nous payent pas les coûts de l'expertise qu'on amène dans le plat, ça ne va pas fonctionner». Et donc depuis 2017, le projet évolue, jusqu'à 2019 où après, avoir cherché des locaux dans lesquels on puisse cuisiner, dans lesquels on puisse organiser des événements, dans lesquels on puisse manger après l'événement, n'en trouvant pas. C'est là que je suis lancée dans la création folle d'avoir des cuisines totalement équipées au centre-ville de Bienne. Alors, c'est une belle histoire comme ça, sauf que créer des cuisines en 2019, ça veut dire qu'elles étaient prêtes et utilisables en mars 2020. Donc, vous vous souvenez de ce qui s'est passé en mars 2020, faire de l'événementiel culinaire en plein Covid, c'était vraiment pas le sujet. Donc, c'est une expression qui est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, il y a eu le sentiment d'un vrai stop goal. Tu es bien motivé depuis 3 ans, tu développes ton concept, tu fais ton réseau, tu as des cuisiniers, tu as tout un réseau, et maintenant, on t'interdit de te rencontrer. Et c'est là que je voudrais vraiment vous parler en tant qu'entrepreneuse vers des futures entrepreneuses. L'entrepreneuriat, c'est merveilleux, mais il faut vraiment vous dire que vous allez avoir des épreuves qui ne sont pas simplement techniques, mais qui sont humaines. Comment continuer quand tout ce qui se passe autour de vous vous donne l'impression que cette activité, vous ne savez pas quand est-ce que vous allez pouvoir la reprendre, et pour autant, c'est quelque chose en quoi je crois et je crois vraiment que la nourriture peut nous aider à vraiment plus nous intégrer les uns les autres, à nous connaître les uns les autres et à créer de la cohésion, à vraiment créer de la cohésion au sein d'une communauté. Donc à ce moment-là, j'ai eu de la chance de continuer à développer mon réseau et j'ai été en contact avec Télébilingue qui m'a permis de, travailler sur un projet de Mon pays ma recette et nous avons pu faire la première saison de Mon pays ma recette qui consiste à présenter son pays à travers une recette. Donc on a eu 9 cuisiniers la première année. Cette année, on va avoir 5 nouveaux cuisiniers qui présentent sur une recette salée et sucrée ce que leur pays, a de plus beau à offrir et quelles sont les valeurs. Voilà, c'est une espèce de discussion entre qui suis-je et comment est-ce que je peux vous le transmettre.
Grâce à ça, ça m'a permis de garder confiance et de tenir la période de Covid. Et cette année, je suis vraiment très, très fière de pouvoir dire que voilà, ça y est, en 2022, ça ressemble un peu à ce que j'avais prévu initialement en 2019-2020, de vraiment organiser des événements dans les cuisines. Ça consiste principalement dans des événements de groupe qui se connaissent déjà, impact post-Covid, clairement. Donc, c'est des team building pour les entreprises, c'est des événements pour les mariages, c'est des anniversaires, c'est des enterrements de vie de jeunes filles, voilà. Tout ce type de rencontres qui ont besoin d'un endroit privé dans lequel se retrouver et qui peuvent profiter d'un chef ou simplement d'avoir la cuisine qui est déjà préparée, ils arrivent et ils ont simplement à déguster. Voilà, c'est ça les services que j'offre via Chef en Cuisine. Par rapport à mon business model, j'ai un système assez, je ne vais pas dire particulier parce qu'il est assez commun dans la notion de prestation de service. Donc, les cuisiniers ne sont pas mes employés. C'est vraiment en fonction des demandes ou des activités que je peux avoir que les cuisiniers sont appelés vraiment spécifiquement. Donc, si j'ai une demande de quelqu'un qui veut quelque chose de vegan, j'aurai le cuisinier vegan. S'il y a quelqu'un qui veut quelque chose qui vient d'Iran, de Syrie, ce sera une cuisinière qui vient de ce pays-là, dans la mesure du possible, dans la mesure de mon réseau, etc. Je m'appelle, généralement, quand un client m'appelle, je lui dis quelle est votre liste du Père Noël et je vais essayer de répondre à vos attentes. Je vais passer d'abord par vous présenter les plus grands défis. Et ce n'est pas forcément simplement le Covid, c'est l'implication que ça a derrière tout ça. C'est que en tant que femme, alors femme noire, ça c'est évident, mais en tant que femme parisienne, j'ai dû découvrir qu'est-ce que ça voulait dire d'être une femme en Suisse. Et c'est pas du tout la même chose dans la dynamique. J'ai eu pendant longtemps le sentiment que le profil de femme forte, bulldozer, que je suis intrinsèquement, mais que je maîtrise beaucoup mieux maintenant, n'allait pas me mener vraiment au résultat que j'escomptais. En Suisse, j'allais plus avoir des portes qui allaient se fermer devant moi si je continuais à mettre en mode bulldozer, genre j'irai par la force du poignet, la force de mes petits bras, vous allez voir, je vais réussir à passer. Ça ne fonctionne pas. Sur Suisse, en tous les cas, vraiment, retour de mon expérience, le mode bulldozer ne fonctionne pas. Il vaut mieux être beaucoup plus, comment dire, patient. Voilà, c'est ça le terme. C'est de la patience et de la conviction que ça va fonctionner. Mais un beau sourire vaut beaucoup mieux que c'est maintenant et c'est pas autrement. Voilà. Malheureusement, c'est vraiment le mode opérationnel quand on est à Paris. On peut avoir cette démarche un peu, je l'ai dit que c'est maintenant, donc c'est maintenant que ça se fera. Et ça se fait. Et en revanche, non, ça ne se fait pas du tout ici. Et c'est plus un détriment pour son activité quand on est entrepreneur qu'un avantage de montrer sa pugnacité. Un autre défi, c'est aussi de n'avoir aucun réseau. Je n'étais pas née sur Suisse, je n'ai aucune famille sur Suisse, donc c'était vraiment aller à la rencontre des gens et de leur raconter mon concept encore et encore et encore jusqu'à ce que les gens comprennent. Parce que pendant très longtemps, avoir un espace à louer qui était une cuisine, la plupart des gens me disaient: «Mais tu veux ouvrir un restaurant?» Je dis: «Mais pas du tout, on n'est pas ouvert 24 heures sur 24, on n'a pas des plats qui sont préparés sans savoir qui est-ce qui va les manger». Non, ce qu'on organise, c'est des événements privés et dédiés à des personnes qu'on connaît. On sait qui sont les 10 personnes qui vont venir, on sait ce qu'ils vont manger. C'est pas du tout la même démarche qu'un restaurant. Donc voilà, ça c'est aussi un défi. Parfois, avoir des grandes idées dans la tête, c'est génial, mais de pouvoir les expliquer aux personnes à qui on veut vendre le service, parfois ça peut être un peu compliqué. Donc encore une fois, ayez patience, parce que plus vous présentez votre projet, plus votre vocabulaire s'affirme, plus votre façon de le présenter devient beaucoup plus claire. Vous avez des questions sur lesquelles maintenant, voilà, vous êtes rodé. Donc, gardez confiance et gardez patience. Et ça m'amène à ma plus grande réussite, certainement, d'avoir réussi à gagner en patience. Ça, définitivement, je pense que Covid plus tout ce que j'ai pu vivre, ça m'a permis d'être beaucoup plus détendue sur quand est-ce que les choses doivent arriver, elles arriveront. Une autre réussite, c'est de me dire que via la création de chefs en cuisine, j'ai des cuisiniers qui se développent dans leur activité, qui ont pris confiance en eux, qui se sont lancés, qui ont développé leur réseau, qui se sont voilà,
qui s'épanouissent dans l'activité qui leur tienne à cœur, et moi aussi, je m'épanouis dans l'activité qui me tient à cœur. Donc, c'est du win-win. On est plusieurs à s'éclater dans ce qu'on fait. Merci beaucoup, Et Hélène. une autre réussite qui est vraiment Hélène, loin il d'être n'entend pas. minime, c'est que ça m'a développé un réseau hors de mon activité professionnelle qui est inestimable, qui sont des personnes qui cherchent simplement à créer du bien, à augmenter. Est-ce que tu m'entends? Allô, je t'entends, oui. Oui. Merci beaucoup pour vraiment pour ton témoignage. Il était vraiment, vraiment fantastique. Vraiment, c'était incroyable. J'espère qu'on aura vraiment l'occasion de pouvoir te voir vraiment en live et d'échanger. Là, maintenant, on va passer Voilà. aux questions et Vas-y puis aux seulement. réponses de ta part. Merci. Merci. Alors, bon, là, c'est bon. Alors, messieurs, dames, est-ce que vous avez des questions pour Hélène? Nous allons faire passer le micro. Allô? Bonjour Hélène. Bonjour, je vous entends pas très bien. Si quelqu'un pouvait être plus près de l'ordi pour me faire un retour de la phrase, s'il vous plaît. Donc bonjour Hélène. Bonjour, enchantée. Je m'appelle Candace, je suis d'origine camerounaise et je réside en Suisse, à Genève, pardon. Je suis entrepreneur aussi et je suis assez curieuse de savoir, si tu as gardé ton emploi salarié et si oui, deux, comment est-ce que, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se posent la question de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui ne peuvent pas le faire d'un coup. Comment est-ce que tu organises ton temps ou as-tu dû au départ organiser ton temps entre ton activité entrepreneuriale et ton activité salariée, autant sur le plan de l'organisation de ton temps que sur gérer les choses Ouais. en interne, sachant que tu as une activité ailleurs. Voilà. Alors, merci beaucoup pour ta question. Ça a été en plusieurs étapes. J'ai commencé de lancer Chef en cuisine tout en ayant mon poste à 100%. Donc, toute l'étape de travailler sur le concept, les business plans, les premières rencontres, les premiers partenariats, c'était avec un job à 100%. J'ai arrêté ce job quand j'ai commencé à vouloir créer les cuisines parce que les personnes que je devais rencontrer n'étaient disponibles que de 9h à 17h aux mêmes horaires que moi. Et à l'époque, le job que j'avais, mes supérieurs n'étaient pas très compréhensifs à me laisser la flexibilité dont j'avais besoin pour pouvoir gérer les deux. Donc, j'ai quitté ce job et après, je suis restée environ une petite année au chômage. Alors, au chômage, mais pas payé. Parce que vu que c'était ma démission, ça a été moi qui assumais mes décisions. Donc, pendant voilà, une année, j'ai été sans emploi d'employé, mais j'ai complètement développé l'activité chef en cuisine. Et là, je dois reconnaître que c'est parce que j'avais les moyens de pouvoir m'offrir cette année-là. Ensuite, quand les cuisines n'avaient plus besoin de moi physiquement en 100% pour pouvoir lancer tous les partenariats dont j'avais besoin, les plans, d'aller faire les autorisations pour déjà la construction, les autorisations pour pouvoir faire de la cuisine, etc. Quand tout ça, ça a été rodé, j'ai repris un poste. Alors initialement, c'était un remplacement de congé maternité, donc ça a duré 9 mois. Là, c'était de nouveau à 100%, mais là, quand je me présentais sur des postes, j'étais toujours avec comment ça s'appelle? Bah, il y avait une ligne de mon CV qui disait chef en cuisine, donc ça ne pouvait plus passer inaperçu. Donc, j'expliquais la situation en disant je suis entrepreneur, j'ai besoin de flexibilité, j'ai besoin d'avoir, voilà, parfois je dois partir, parfois j'ai besoin d'avoir du temps. Et depuis ce moment-là, tous les postes que j'ai pris, les équipes que j'intégrais étaient parfaitement conscientes qu'il y avait des jours où j'avais besoin de flexibilité, mais que je suis une professionnelle qui connaît son métier et qui sait ajuster les deux. Et depuis, donc j'ai changé 3 fois de poste. Là, je viens de commencer un nouveau poste au mois de juin. Je privilégie les temps partiels dorénavant. Donc maintenant, je suis à 80% pour pouvoir faire les deux. Alors, je ne mens pas, c'est technique, ça reste de la logistique fine et il y a des semaines qui sont plus denses que d'autres. Mais pour moi, l'enjeu clé, c'est d'avoir un supérieur hiérarchique qui comprenne
qu'on est des professionnels et qu'on est des professionnels non seulement en tant qu'employés, mais en plus en tant qu'entrepreneur, parce qu'on veut faire, comment ça s'appelle, on veut rendre cette activité rentable, mais qu'il faut du temps pour les deux. Et voilà, ce genre de chef existe, ayez confiance, et pas besoin de complètement réduire au minimum son activité. Je pense que entre 60%, c'est vraiment l'idéal. 60% d'employés et 40% pour lancer l'activité d'entrepreneuriat. Je trouve que c'est le meilleur combo. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, ça répond parfaitement à sa question. J'ai une autre personne qui aurait aussi une question. Vas-y. Oui, elle va venir pour parler. Merci. Bonjour, je m'appelle Juliana. Je viens du Bonjour, Brésil, de enchantée. Salvador de Bahia. Et pour moi, en fait, une façon de, après 19 ans, pouvoir vivre en Suisse, c'est la nourriture. Donc, merci Hélène pour ce partage. Je suis actuellement à Bienne, donc j'espère de pouvoir avoir l'occasion de te rencontrer. Mais ma question est la suivante. Tu as parlé un peu comment tu as pu t'adapter par rapport à la mentalité entre Paris et Bienne. Mais ma question est de savoir comment tu as pu tenir bon au niveau émotionnel avec le Covid et tout, et toute la bureaucratie, parce qu'en Suisse, il y a beaucoup de papiers. Si tu peux nous partager un tout petit peu comment tu as pu vraiment, in italiano diciamo avanti, aller de l'avant face à tout ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne vais pas mentir, la meilleure façon à un moment d'aller de l'avant, c'était de m'arrêter. Je crois que de août 2020 à août 2021, j'étais au minimum de l'investissement dans Chef en cuisine. Donc, j'ai laissé les choses venir à moi, mais j'ai réellement arrêté d'être proactive. Ce qui peut paraître complètement contre-productif pour un entrepreneur, parce qu'on doit être justement l'apporteur d'idées, la personne qui fait bouger la matière. Mais vu le contexte, et en octobre 2020, je pense qu'entre mars et octobre, j'ai tellement fait de plan B, du plan C, du plan W, de imagine qu'on rouvre, imagine que les gens peuvent revenir, imagine que machin, que j'ai un peu explosé dans ma propre tête. J'ai la chance inouïe d'avoir une maman merveilleuse qui sait me dire Hélène, là, il faut que tu t'arrêtes réellement. Je pense que c'est aussi le problème des overachievers, ceux qui ont des choses à donner. On ne sait pas quand s'arrêter, quand notre corps nous dit pause. Ton cerveau a besoin de respirer. Ton cerveau a besoin de laisser des choses nouvelles arriver. Donc voilà, comment j'ai pu passer cette période-là, c'est en arrêtant, en me disant j'avais déjà fait tout ce que je devais faire. En mars 2020, les cuisines étaient prêtes à être ouvertes. Donc tout était beau, tout était prêt, il manquait plus que les gens à rentrer. Donc au lieu de rechanger mon business plan, mon modèle, etc., voilà, ça a été le choix. Concernant la paperasse et toute la bureaucratie, d'y aller par étapes. Le plus difficile, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit remplir, je pense. Toute l'information est disponible, il faut juste savoir qu'on doit la chercher et que c'est celle-ci dont on a besoin. Et là-dessus, c'est le réseau que je m'étais construit qui m'a permis de le faire. Et surtout, c'est que j'ai pas eu peur d'aller simplement à la police du commerce et d'aller les voir en disant je dois faire quoi. Voilà. Dans des moments comme ça, c'est mieux d'aller voir le contrôleur, celui qui risque de me mettre une amende, et lui demander avant que tu me mènes une amende, dis-moi ce que je dois faire et je te promets que je le ferai bien. Voilà, ça a été ma démarche. Je ne sais pas si tu as entendu, mais les gens, ils ont applaudi. Alors, J'ai pas entendu. encore une dernière question, puis on va passer à la prochaine intervenante. Ça joue, merci beaucoup. Il n'y en a pas. D'accord. Je ne sais pas si mon micro... Ah, c'est bon. Mon micro refonctionne. En tout cas, merci Hélène pour ce partage. Waouh, on sent vraiment la force dans ton témoignage. Et j'ai vraiment hâte de faire ta connaissance et de venir voir ce que tu fais à Bienne. Avec grand plaisir. Vous êtes toutes bienvenues à Bienne, dans les cuisines, venez quand vous voulez. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous avez des questions. Après, je sais que c'est un peu une forme hybride. Et je remercie toute l'équipe technique d'avoir rendu ce moment possible. Vraiment, sans vous, ça n'aurait pas joué. Et oui, on se reverra en vrai, je vous promets. Prenez soin de vous, bravo Black Helvetia, longue vie à vous. Merci à toi. Au revoir.
micro. Ils t'applaudissent tous. Hein. Ils t'applaudissent tous, hein, vraiment. Merci. Oui. Et voilà, maintenant on va passer à la suite. Et ici, je vais vous parler d'une personne et je suis sûre, franchement, je suis sûre que tout le monde est déjà allé dans l'un de ces magasins. Alors, je ne sais pas, mais est-ce que vous connaissez Inside Africa? J'en étais sûre. J'en étais sûre. Bon, en tout cas, aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas, je me permets de le dire aussi parce que c'est dans mon texte. Si jamais Inside Africa est une chaîne de magasins qui vend des produits alimentaires, capillaires et cosmétiques et plein d'autres choses. Mais elle va venir nous raconter tout ça ici sur scène avec Sylvie Makela. Mais avant ça, on va lancer une vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Akwaba. Bienvenue, welcome, willkommen, benvenuti à Inside Africa Akwaba, un parfum d'Afrique. Inside Africa est une entreprise familiale qui propose un voyage enrichissant sur le continent africain. Les propriétaires sont Monsieur et Madame Mike et Rosina Davis, des Ghanéens qui ont immigré en Suisse dans les années 90. Partant d'un commerce de porte-à-porte, à tenir des stands dans divers festivals en Suisse, tels que Montreux Jazz Festival et Paléo, dans les magasins Inside Africa, nous proposons une grande gamme de produits de qualité, notamment des cosmétiques, des perruques, des mèches, des produits frais et bio, de l'artisanat et des souvenirs venant de l'Afrique, l'Amérique et l'Asie. Nous proposons aussi divers services de prestations de coiffure mixte africaine et européenne. En pleine croissance, nous sommes ravis de vous informer que la 5e boutique ouvre prochainement en Valais dans la ville de Sion. Pour répondre aux demandes des clients, l'entreprise s'efforce d'être au fait des dernières tendances. Le succès de notre entreprise n'est que grâce à Dieu qui nous donne la force. En parallèle, ceci permet à Monsieur et Madame Davis de sponsoriser la construction d'un orphelinat pour les enfants défavorisés dans leur pays natal au Ghana. Dans le futur, grâce à Dieu, nous allons continuer à progresser et fournir de bons produits et services de coiffeurs tout en établissant continuellement des relations et en promouvant la sensibilisation à la culture africaine en Suisse. Nous nous réjouissons de votre prochaine visite dans un de nos magasins en Suisse. Au plaisir de vous accueillir dans la joie et la chaleur africaine. À bientôt. Inside Africa Akwaba, un parfum d'Afrique. Je vous laisse ce micro, Rose. Vous parlez avec ce micro, puis moi je parlerai avec celui-là. Quand on s'est rencontré avec Rose, c'est vrai que dans le comité de Mélanine Suisse qui organise le festival Black Helvetia, j'avais vraiment envie de pouvoir organiser un événement autour de l'entrepreneuriat et je me suis dit, mais il faut absolument qu'on ait quand même un peu la patronne, celle dont on est un peu toute héritière.
parce que je pense que quel que soit si on fréquente ou pas Inside Africa ou si on consomme la marchandise ou les services d'Inside Africa a le mérite d'exister. Vraiment. Et pour moi, Rose, c'est comme je disais, c'est la tantine, quoi. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup. Rose, quand on s'est vu, tu m'as dit en fait finalement que la croissance d'Inside Africa était assez organique. Est-ce que tu peux nous dire comment au départ avec ton époux, qu'est-ce que vous aviez envie d'apporter pourquoi vous avez commencé en fait? Merci pour cette question. D'abord, je tiens à vous dire bonjour à tous ou bien à tous, tout le monde qui est ici. Et voilà, elle m'a présenté déjà le vidéo aussi. Et merci Sylvie. C'est vrai que Inside Africa, c'est un long parcours. On ne peut pas tout expliquer ici parce que c'est vrai qu'on doit gérer notre temps. Voilà, on est arrivé en Suisse, comme je pense que plusieurs parmi nous. Et puis on était en Valais. Valais, vous savez où c'est Valais à Sion. C'est un peu loin un peu de tout. Donc, on arrivait et on regarde, on dit qu'il y a beaucoup de choses qui nous manquent ici. La chaleur humaine, il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Et la nourriture, on ne peut pas trouver. Mais on est dans un coin perdu. On a passé notre première Noël. On regardait dans les fenêtres. On voit que c'est calme. Il y a la neige qui tombe. On dit, est-ce qu'on est dans les bonnes places? Donc, on dit, bon, on va voir comment on va s'intégrer. Donc, on a commencé petit à petit à faire venir des produits qui nous manquent de chez nous et partager avec les amis autour de nous. Et tout le monde était enchanté, hein? Même les Européens, les Occidentaux, des fois on fait les petits repas, dégustation. Ils venaient, ils étaient comme ils ne veulent pas entrer chez eux. Donc après on a dit, on va voir qu'est-ce qu'on fait. On a notre fille aînée qui est Jessica, elle avait à l'époque 8 ans, qui arrivait aussi, elle va à l'école primaire, et quand elle porte les habits africains, tout le monde dit, mais ça vient d'où, c'est joli. Même nous, avec l'église protestante ou catholique, si vous voulez, ils nous apprécient beaucoup. Donc les gens nous demandaient, Madame, on peut trouver ça où? Et avec mon époux, il y a beaucoup de respect, on était soudés, on a commencé à avoir les idées pour faire le petit défilé de mode. Les dégustations avec les enfants de l'école. Les parents, des fois, on les donne les habits, ils sont perdus, ils venaient, et ils faisaient les défilés comme ça, vous voyez? Et puis, à un moment, on s'est dit, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a eu l'opportunité pour participer avec le Terre des Hommes à Massonger. Ça, c'était en quelle année, juste pour qu'on puisse situer? En Massonger, je pense que c'est 1995, je pense. Oui, si je ne me trompe pas. Et ça faisait déjà combien de temps que vous aviez votre activité, où vous faisiez des dégustations, tout ça, avant Massonger? Alors, à Massonger, on n'a pas commencé notre activité. Okay. Pas du tout. Donc, on a fait, et les gens sont fait de longues queues pour manger le foufou d'Afrique. Parce que je vois que les Européens aussi, comme je viens de mentionner, il y a beaucoup qui ont voyagé, mais ils ne trouvent pas ici. Et puis, ils ne peuvent pas faire les foufous. Donc, on a commencé à piler foufou avec comme on pile foufou original. Excusez-moi pour mon français parce que je suis originaire anglophone. Donc, ils sont beaucoup aimés. Pour raccourci, on n'arrive pas à servir tout le monde. Donc, on s'est trouvé avec mon époux toujours au Palio Festival, où on va aller voir, parce qu'il y a quelque chose à faire ici. Ça manque quelque chose. On n'avait pas beaucoup sur nous. On arrivait sur un stand sénégalais qui vendait les choses. On dit, avec 10 francs, qu'est-ce qu'on peut manger? Il dit, vous pouvez manger mafé sans poulet. Oh! 10 francs à l'époque. Alors, on a dit non, on ne va pas faire. Donne-nous les poulets, le riz et le mafé sans poulet. On a goûté, ce n'est pas à notre goût. Donc, on a dit non. On a fait les demandes à Palio, on a eu l'opportunité pour participer. Donc,
troisième année, c'est les foules. Les gens, il nous a donné des stands. Un sur le terrain et puis un au camping. Donc, après, il y a beaucoup de festivals qui nous contactent. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est magnifique, c'est original. Et on a participé comme bénévolat aussi à 5 continents à Martinique, où on fait beaucoup pour eux, la nourriture, les défilés de mode. Et chaque fois, il y a les défilés de mode de Rose et Mike, il y a la foule. Et on a vu qu'il y a quelque chose à faire, vraiment. C'est quelque chose de soif, les gens ont besoin. Et voilà où on a eu l'idée que qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas les faire en petit ou bien que les festivals. Donc, on a eu l'opportunité pour participer au Palio Festival, Montreux Jazz Festival, Afrofinsty, plusieurs festivals. On a fait Aquapark, on a travaillé avec Mano sur Feel Africa, où on a fait présenter les défilés de mode, les choses culinaires. Après, Feel Africa aussi, on a fait Philippe Maurice, on a fait beaucoup de grandes entreprises pour présenter la cuisine ou bien la nourriture africaine. Et quand est-ce que vous avez ouvert le premier magasin? Le premier magasin, on promenait à VV, on a trouvé que c'est une belle ville. Et puis on dit, si on peut avoir un petit coin ici pour présenter plus de choses. Et on a en 1995, là, on a ouvert nos premières boutiques. Wow. Donc ça fait quelques années. Et du coup, comment vous avez trouvé le capital pour cette première boutique? Bon, en faisant le festival, on a mis un peu d'argent de côté. Chaque fois, on a des bénéfices. Donc, avec ces bénéfices, on a eu autour de 25 000 et puis avec les garanties et tout, avec notre propre moyen. Et un ami des proches qui nous a prêté 5 000. Donc, ça fait 30 000 et c'est ça qu'on a ouvert notre première boutique. Ici aussi, je vais vous dire quelque chose. Notre première boutique, je me suis trouvée à Londres pour aller chercher les produits africains et les produits capillaires. Je suis perdue, j'ai vu les chapeaux de Londres. Les chapeaux de Londres, comme c'est tordu, tous les modèles. D'un coup, j'ai investi 5 000 dans le chapeau de Londres. Il est arrivé, mon mari dit, c'est quoi ça? Il dit, je ne sais pas. Il est arrivé à Londres, je pense que les Africains, ils aiment bien saper. Donc, ça peut aller. Et c'est incroyable. On a ouvert la première boutique avec les chapeaux de Londres, et c'est parti comme le petit pain. Donc, il y avait beaucoup d'intuition. En fait, ce que j'aime bien dans votre histoire, c'est qu'il y a beaucoup d'intuition, on teste, on regarde. C'est pas, vous avez, contrairement à Hélène, qu'on a entendu tout à l'heure, qui a fait un plan, un business plan, etc. Vous, c'était de l'ordre de, on fait petit à petit, on économise, on essaye et on voit si ça fonctionne. C'est juste? Exactement, parce qu'on ne voulait pas se trouver en dette ou aller prêter l'argent à la banque où on ne sait pas comment on va rembourser, même on ne sait pas s'ils vont nous donner. Donc, on a fait seulement avec nos intuitions et puis notre propre moyen. Et c'est ça qu'on arrivait à CFF pour avoir cette opportunité pour travailler avec le CFF. Ça peut-être pour préciser, parce que pour les personnes qui ne savent pas, Inside Africa se trouve dans les gares. Donc, c'est pas qu'ils sont dans un coin perdu dans les villes, quoi. C'est vraiment, ils ont des magasins dans les plus grandes gares de Suisse romande. Donc, il nous a dit business plan. On dit, c'est quoi business plan? Business plan encore, on dit 50 pages. On était là, business plan, c'est quoi business plan? On va faire business plan. Oui, on fait les festivals, on fait ça, on fait ça. Et la dame, elle a regardé, elle m'a dit, mais madame, ça, c'est pas un business plan. Vous allez noter tout ça, tout ça. Donc, avec un ami de côté, elle a dit, expliquez-nous qu'est-ce que vous avez fait. On a fait des photos, on a sorti des photos de qu'est-ce que nous avons. Et puis, on a fait 5 pages au lieu de 50 pages. On ne voulait pas dire quelque chose qui est au-delà ou bien au-dessus de nous. C'est plus fort que nous. On veut être en réalité, parce que s'il va nous demander business plan, après il dit, viens avec 100 000 francs, nous n'avons pas.
Donc, on a fait vraiment honnêtement avec ce que nous avons. Et ça a fonctionné? Et ça a fonctionné parce qu'à la fin, comme on vient de voir la vidéo, et on a mis, et en plus, nous sommes des croyants. Et puis, on a mis que grâce à Dieu, on a fait tout ce qu'on a fait. Et la dame qui a lu ce business plan, c'était, je pense que 7 personnes qui décident. Il y a eu 52 personnes. Après, ils ont choisi 3 personnes que nous sommes dedans. Et le dernier entretien, elle nous a demandé, pourquoi vous mettez Dieu dans votre business plan? Dieu n'a rien à voir dans le business plan. Et puis, on a dit, notre force, c'est ça. Nous sommes des croyants et on pense que c'est Dieu qui ouvre les portes pour tout le monde. Et voilà. Amen. Et pour donner la chance aux gens de poser des questions, quand même, Rose, donc du coup, juste les dates des ouvertures des autres boutiques après 95, il y a eu des autres boutiques, comment les dates? Oui, on a eu un propriétaire qui était sympa, on louait une cave, elle nous a donné l'opportunité pour avoir 170 mètres carrés. Dans 3 ans, ça veut dire que 1998, avec toujours, on s'est méfié, mais on a vu l'espace, c'est presque 220 mètres carrés. On sort de 30 mètres carrés pour aller dans 220 mètres carrés, ça fait peur. Et puis il a fait tout possible, ce monsieur, qu'on peut avoir ces surfaces. Ensuite, cette première, qu'est-ce que notre histoire, drôle que je viens de vous rencontrer, ça, je pense qu'on a ouvert à Genève, ça fait à peu près 18 ans. Wow. Voilà. Bravo, bravo. Alors, malheureusement, Rose a des obligations plus tard, donc on va prendre... ça va si on prend 10 minutes pour les questions? Oui, ça va? volontiers. Super. On va prendre entre 5 et 10 minutes s'il y a des questions pour la mère de toutes. Merci. Rose. Oui. Ah, bah, parfait. Bonjour et vraiment félicitations, c'est extrêmement inspirant. Et je fréquente Inside Africa à Genève, donc j'aime beaucoup. La question que j'aurais aimé vous poser, c'est pour les femmes entrepreneurs et entreprenantes qui envisageraient, par exemple, de joindre leurs forces avec leurs compagnons, leurs fiancés, leurs maris, en sachant que c'est très compliqué parfois de travailler avec quelqu'un avec qui on partage la vie, être parent, etc. Quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention et comment est-ce qu'il faut faire pour que ça marche aussi bien, en tout cas que vous l'avez fait, sachant que vous pouvez avoir des tempéraments différents, des envies différentes, des visions différentes. Comment est-ce que ça marche? OK. Merci. Cette question, c'est vraiment challenging. Hein? Au début de notre histoire, on se bagarrait un peu. Hein? C'était comme ça. C'était tendu parce que, et lui, il est venu avec les chapeaux de Londres. Pourquoi boutique africaine avec chapeau de Londres? Hein? Et lui, il a envie qu'on va mettre certaines choses. Et moi, il dit, ah non. À un moment, on a vu que si on n'est pas avec une bonne, on ne peut pas réussir. On a des enfants, Dieu nous a bénis avec 3 magnifiques enfants. Donc, on doit s'occuper aussi des enfants. Hein? Donc, on s'organisait autrement. Jusqu'à maintenant, il y a les challenges, mais on gère. Voilà. Donc, ce qui est peut dire, chacun vient avec son idée sur la table, c'est qu'on fait souvent. Nous sommes des croyants, comme je viens de mentionner, ça, il y a bien élevé. On a prié, on prie. Après, il vient. Moi, il dit, oh, mais ça, c'est quoi? Lui, il dit, ah, mais non, la mienne est bonne. Après, on dit non, on met, c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas toi. On choisit le meilleur entre nos décisions. On choisit. Voilà. Donc, je pense que pour aller comme ça, il faut oublier qu'il ne faut pas être autoritaire. Il faut avoir une discussion ouverte. Se laisser détendre. Des fois, quand on est à la maison, il y a trop de stress, surtout ceux qui sont des enfants, la famille. Il faut aller ailleurs. Et puis aussi, il faut donner liberté à chaque personne pour s'exprimer. Parce que des fois, ce n'est pas ça.
surtout quand on est associé ou bien on est avec notre partenaire. Celle-là veut ça, l'autre, il veut l'autre chose. Mais, par exemple, moi, je vais à la boutique à Genève, c'est lui qui gère. Hein. Moi, je suis côté Lausanne. Donc, quand je vais à Genève, le client vient. Madame, bonjour. Le monsieur, il est où? C'est lui qui me conseille pour les perruques. Quand il vient, c'est lui. Et puis toujours, il me fait un bon prix. Hein. Qu'est-ce qu'il veut faire? On te met totalement snob. On dit, on cherche monsieur. Je dis, ah, monsieur, il n'est pas là. Mais est-ce qu'il peut vous aider? Non, 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 non. Si lui, il n'est pas là, il n'achète rien. Je dis, ah, d'accord. Mais est-ce que vous voulez qu'il lui appelle? Ou bien, il peut vous aider. Si vous n'êtes pas satisfaite, vous attendez monsieur. Donc, il donne le meilleur de moi pour cette cliente. Et finalement, deux fois, il finit. Mais pourquoi vous n'êtes pas toujours ici? Vous voyez? Donc, il faut laisser les choses, il faut donner chacun sa place. Je ne vais pas dire, moi je suis patronne. Je ne vais pas montrer ma force là-bas. C'est une cliente comme les autres. Je dois me mettre humble. Il faut que la cliente m'accepte. Vous voyez? Ou bien, je dois aussi, des fois, nous les femmes, on est tout, on veut toujours ce qu'on veut. Mais des fois, on doit laisser un peu à côté pour laisser les décisions venir ensemble, pour pouvoir aller en avant. Sinon, toujours les questions, vous cherchez quelque chose, c'est chaud, c'est blocked. Vous ne pouvez pas aller en avant. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous remercie beaucoup déjà pour votre témoignage. C'est très fort et très touchant et aussi très inspirant. Et ma question est par rapport aux prises de risques. Parce que vous dites par rapport à Vevey, vous êtes passé de 30 mètres carrés à 200 mètres carrés. Et dans tout votre développement, il y avait pas mal d'intuition. Est-ce que par rapport à la prise de risque, c'était aussi beaucoup lié à l'intuition ou vous aviez aussi d'autres critères? Par exemple, ouvrir un nouveau magasin dans une nouvelle ville. Comment vous gérez cette prise de risque? Bon, déjà, comme on a parlé maintenant des business plans, ça nous a ouvert l'esprit pour le monde. OK? Donc, ce qu'on a fait, première boutique de 30 mètres carrés, aller dans le, qu'est-ce qu'on dit, 220 mètres carrés. On doit regarder qu'est-ce qu'on peut faire, que ça peut apporter. C'est vrai qu'un loyer à l'autre, ça change. On va dans la vie de VV bien centré. Donc, on a regardé tous les challenges qui viennent avec. Si on prend des personnels, peut-être 3 personnes, c'est grande boutique, mais on ne peut pas gérer. On sait que le personnel, ça coûte. OK? Donc, on doit faire quoi? On doit s'organiser. OK? On a une personne de plus au commencement pour lancer. On regarde toujours les risques. Si on va signer les baux, même on fait attention. Quand ils nous disent 5 ans, et on sait que la place n'est pas convient pour nous pour 5 ans, on négocie. On dit peut-être 2 ans. On n'aime pas prendre des risques. Mais le risque, c'est là dans le commerce. Comme il y a eu le Covid, on ne savait pas quoi faire. Il dit, tous les employés, à l'époque, on avait 20 employés. Tout le monde doit rester à la maison. Et puis, il faut que les gens vont en ligne et tout ça. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous, les propriétaires, on peut ouvrir pour côté alimentation. Donc, moi, je sacrifie mon temps pour ouvrir alimentation, pour gérer ce côté. Les employés sont à la maison. Mon mari gère Genève. Vous voyez? Pour qu'à la fin, on ne perde pas trop. Vous voyez? Donc, toujours, à votre question, les risques sont là dans chaque business. Qui a attendu Covid 2019? Personne. Hein? C'est jamais même arrivé. Mais il faut faire face à la situation. OK? Donc, utilisez votre propre intuition. Et puis, surtout quand on veut être entrepreneur, on est prêt à travailler. On dit Dieu aide ceux qui aident. Donc, toi-même, tu dois, mais tu ne peux pas être patron et assis sur les chaises. Et quand les gens viennent, bonjour madame, bonjour. Et puis,
Elle vient, vous cherchez quoi? Et puis elle dit, oh, peut-être je cherche le perruque. C'est là-bas. C'est là. Ou bien, vous voyez, c'est ça. Il faut être prête à être face au challenge. La vie est pleine de challenges. Donc, il faut être toujours prête à être face au challenge parce que ça vient. Nous, on a pris récemment un qu'on a pris Oudelal. C'était un beau challenge de tout notre temps. Excusez-moi. Je suis à l'africaine, hein? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris ce challenge, on dit on va y arriver. On a négocié et nous, ce qu'on fait, on fait face au propriétaire. Les gérants disent non, on fait doucement pour rencontrer le propriétaire. On dit voilà, nous, on n'a pas, vous nous voyez comme ça, on ne peut pas payer ça. S'il faut négocier, on négocie. Pour les premières années, même on doit négocier, on négocie. On fait échelonner. Comme ça, à les moments qu'on va payer en plein, on est bien démarré. Vous voyez? Donc, il faut toujours avoir cette patience pour discuter. Et puis, si ça ne passe pas, ma foi, ça ne passe pas, il ne faut pas forcer. Il y a toujours l'occasion. Merci infiniment, Rose. Merci. Merci. Et une chose, je vais dire aussi, petite chose, tout le monde peut le faire. Ceux qui veulent faire des petits commerces, commencez, comme nous, l'histoire vient de vous dire, on a commencé porte à porte, on a commencé à emporter les choses, on doit aller livrer. Il faut se sacrifier. Il faut se sacrifier pour démarrer et puis il faut être prête psychologiquement pour dire je vais y arriver. Nous, on ne sait pas où Dieu va nous amener, mais voilà notre situation. Merci à tous. Merci, merci. Est-ce que mon micro fonctionne? Parfait. Merci encore beaucoup à Rose. Et moi, j'ai quand même une question. J'aimerais savoir à quand le magasin à Neuchâtel? Parce qu'on l'attend. On attend ce magasin à Neuchâtel. On espère bientôt. Valais d'abord et après Neuchâtel? Oui, on pense aussi notre vision, c'est pour aussi faire connaître nos produits ailleurs. Maintenant, on ne sait pas, comme elle a dit tout à l'heure, l'intuition fait des choses. Donc, on attend. Ça va. Dieu ouvre la porte, on suit. Très bien. Merci beaucoup, Rose. Super. Et donc maintenant, vu que Sylvie est déjà sur scène, je vais te garder sur scène. Avec donc plaisir. je pense que vous connaissez peut-être Sylvie Makela, entre autres l'initiatrice du festival en tant que coprésidente de l'association Mélanine Suisse, mais pas que. Sylvie, c'est une businesswoman. C'est vraiment une businesswoman, c'est une femme très inspirante. Et donc, c'est aussi la fondatrice des 2 salons de coiffure Tribu Urbaine. Cofondatrice, Pardon, c'est vrai. Des salons de coiffure Tribu Urbaine à Lausanne et à Genève, spécialisés pour les cheveux bouclés, crépus, frisés et afro. Oui, exactement. Merci. Alors, je vous prie d'accueillir Sylvie Makela. Merci beaucoup. J'aime bien parler de tribu urbaine en commençant par projeter un petit film. Donc on va regarder ce film et puis ensuite on va parler de l'aventure tribu urbaine. Alors,
moi, je suis complètement dans la lignée de Rose, mais pour des raisons que je vais vous expliquer, j'ai pris un peu un contre-pied de ce que Rose propose dans ses salons de coiffure et magasins Inside Africa. Moi, j'ai donc grandi en Suisse. Je suis née à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et j'ai grandi en Suisse dans un univers qui était quand même majoritairement blanc, à part ma famille, ma communauté. Donc en fait, j'ai été vraiment bercée dans des références de beauté qui étaient très différentes de ce que j'étais. Et donc j'ai eu tout un parcours de désamour avec moi-même, avec mon corps, avec ma couleur de peau, avec la texture de mes cheveux. Et j'ai longtemps essayé de me conformer à une norme qui était très loin de qui j'étais. Et sur plein d'aspects, j'ai pu me réconcilier avec mon histoire familiale, avec mes origines. Mais il y avait cette histoire autour des cheveux qui était le truc que j'arrivais pas à lâcher. Voilà, il y avait vraiment plein de choses qui coulaient de source, mais les cheveux, j'arrivais pas à lâcher jusqu'à ce que j'ai 2 enfants et donc je continue à me défriser les cheveux pour quand j'ai eu la grossesse de mon premier enfant, Hippolyte. Et j'ai changé de gynéco pour le deuxième. Et là, il m'a dit, il m'a expliqué en fait les risques que je prenais en me défrisant les cheveux pendant ma grossesse. Et puis c'est vrai, il m'a posé la question, mais pourquoi vous vous défrisez les cheveux ? Pourquoi vous infligez ça à votre corps ? Oui, c'était une bonne question. J'avais par le passé essayé, quand j'étais étudiante, j'avais essayé d'arrêter de me défriser les cheveux, mais j'ai été rattrapée par le fait qu'il n'y avait pas les bons produits, qu'il n'y avait pas l'expertise. Ensuite, j'ai eu une expérience qui a fait que j'ai travaillé aussi dans le luxe à un moment donné, comme Hélène. J'ai travaillé pour Ebel à la Chaux-de-Fonds, pour Bulgarie. Et puis ce qui fait qu'en fait, il y avait aussi une image du raffinement où je me disais que les cheveux défrisés, ça allait mieux. Donc j'ai fait un peu des rechutes comme ça de défrisage. Mais là, effectivement, enceinte de mon deuxième enfant, je me suis dit non, mais ça faut que ça cesse. Et j'ai arrêté pour de bon de me défriser les cheveux, mais ça n'a pas été la fin de ma galère et de ma réconciliation avec ma chevelure. Jusqu'à ce que je prenne un nouveau job à l'EVAM, l'établissement vaudois d'accueil des migrants, sur le canton de Vaud. Et là, je rencontre dans le conseil de direction, donc moi j'avais un job en tant que responsable de communication, et là je rencontre une gestionnaire de centre, Karine Foretia, qui avait une magnifique afro, mais magnifique. Et puis elle changeait de coiffure régulièrement, c'était très 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 beau. Et puis je lui dis, évidemment on est devenus amis, on était les 2 seules femmes noires de cadre dans l'entreprise, donc on est devenus assez rapidement amis. Et je lui demande comment elle entretient sa chevelure, comment elle fait. Puis là elle me dit qu'elle passe énormément de temps autour sur les réseaux sociaux, sur YouTube pour entretenir sa chevelure. Voilà, on en parle comme ça. Et puis elle revient vers moi en se disant mais c'est quand même frustrant. On a les moyens et on a justement ce qu'il y a sur le marché. On a effectivement, il y avait déjà Inside Africa à l'époque, mais Inside Africa proposait des perruques, des extensions, du défrisage et pas du tout comment. En tout cas, on n'a pas trouvé comment être au naturel avec ses cheveux. On a fait des tentatives aussi dans des salons plus traditionnels, ça veut dire, je ne vais pas lancer des marques, mais les Deux Sanges, les Jean-Louis David, etc. Et là, ça pouvait même être une expérience traumatisante parce que soit on n'accepte pas de te coiffer, ou soit... Bref. Et du coup, en fait, tout d'un coup, c'est plus Karine au début, elle a dit, mais en fait, et si on ouvrait un espace
un espace hyper inclusif où il y aurait des esthéticiennes, il y aurait une salle de concert, une garderie pour les enfants, des centres, des discussions, etc. Puis on avait donc ce lieu qu'on imaginait très bien. Et puis, une fois, on s'est dit, on va avoir une coach en entreprise et qui nous explique, qui nous demande, mais comment vous pensez gagner votre vie avec cet espace ? Et puis là, effectivement, on se dit, ah oui, le modèle d'affaires, le fameux business plan. Et c'est là qu'on a commencé vraiment sérieusement à se pencher là-dessus et qu'on a identifié avec elle que s'il y avait bien un élément qui était problématique, parce que c'est vrai qu'au niveau du maquillage, alors moi j'ai 43 ans, je sais pas, quoi, je vois que vous êtes plus ou moins jeune que moi, mais à l'époque, moi à 20 ans, j'ai fait une année d'échange en Afrique du Sud et c'était la première fois que je découvrais MAC. Et là, c'était déjà... Et ensuite, MAC est arrivé en Suisse. Donc, au niveau du maquillage, il y avait déjà un peu de progrès. Au niveau des produits pour la peau aussi, il existait des choses, etc. Mais vraiment, en termes de cheveux au naturel, c'était le désert total. Et on s'est dit, OK, c'est ça. En fait, c'est ça notre business model. Puis là, ensuite, on a aussi identifié que, oui, c'était le business model, c'était ça. Mais par contre, on n'était pas dans... Est-ce qu'on avait la masse critique pour ça? Est-ce que effectivement les personnes afro étaient prêtes à venir apporter leurs cheveux naturels? Est-ce qu'on est dans le bon moment? Et c'est là où ce qui s'est trouvé un peu naturellement, c'est qu'on finalement s'est dit, on ne va pas parler d'ethnicité, même si le business au départ il a été créé pour nos besoins, mais on va parler de texture de cheveux. Et c'est comme ça, en fait, si tu veux bien lancer le PowerPoint, Pablo, c'est comme ça, en fait, qu'en fait, on a complètement ouvert et qu'en parlant de texture de cheveux, donc des cheveux bouclés, frisés, crépus, afro, portés au naturel, qu'on a ouvert notre clientèle, en fait, à toutes les personnes qui avaient les cheveux texturés. Voilà. Et donc notre clientèle, c'est vraiment, ça va de l'afro crépus comme moi à, alors je vois beaucoup d'afro crépus comme moi dans le public, mais à moins afro crépus. Et voilà, on a commencé comme ça. On a commencé en louant un siège chez un coiffeur. Et puis ensuite, à la fin de la première année d'exercice, on a eu notre propre espace qu'on a commencé à partager avec un autre salon de coiffure et puis finalement notre propre espace. Et pour vous dire, la première année, pour dire à quel point le concept était nécessaire et qu'on n'a pas... Alors, Hélène, elle a fait proof of concept, hein, quand elle a dit elle a essayé d'abord en faisant cet événement gratuit. Nous, la première année, on a fait 100 000 francs de chiffre d'affaires. Et on a été surprise parce qu'on n'avait pas prévu de payer de la TVA, parce qu'on paye de la TVA seulement à partir de 100 000 francs de chiffre d'affaires. Et donc, on n'avait pas de quoi payer la TVA. Voilà, donc pour dire que ça a été tout de suite un rapide succès, en tout cas en termes de concept. Après, il a fallu qu'on apprenne à gérer les défis de ressources humaines. Nous, on a commencé en étant partiellement employés. Ensuite, on s'est rendu compte que pour vraiment donner une chance au business, il fallait qu'on s'investisse à 100%. Et du coup, il y a eu la transition d'être employé à être 100% dans le business. Et ensuite, il y a eu aussi, comme un couple, alors on n'était pas un couple, Karine et moi, mais on était un réel couple. Et puis, il y a eu aussi les différentes visions et les difficultés dans le couple entrepreneurial qu'on a formé jusqu'à ce qu'on se quitte. Donc ça a aussi été une difficulté pour le business parce que c'est un business, c'est comme un bébé. Et quand on le fait en couple, au moment du divorce, il y a plein de choses qui sont compliquées, notamment qui a la garde. Donc, pour résumer, c'est ce qui va arriver dans la prochaine slide, si je devais résumer le concept, la mission de Tribu Urbaine, c'est vraiment de pouvoir proposer des services et des produits
qui sont adaptés aux cheveux texturés, donc bouclés, frisés, crépus. C'est aussi de faire en sorte que toutes les personnes qui souhaitent porter leurs cheveux au naturel puissent trouver un lieu bienveillant, inclusif, où elles ont une expertise et des produits adaptés. C'est aussi, on s'est rendu compte aussi en travaillant sur ce projet que c'était un projet identitaire. Au début, très pratique, on avait besoin d'un coiffeur, on a ouvert ces salons de coiffure, mais il y avait ce besoin de valoriser et de promouvoir l'amour de soi. L'amour de soi, quelle que soit sa différence. Alors voilà, la mission, donc redéfinir les canons de beauté pour que les femmes s'aiment dans leur diversité et le respect de leur nature, permettre à toutes les têtes bouclées de porter leurs cheveux avec panache, style et fierté sans la dénaturer, la chevelure, et être le prestataire de services de référence en termes de conseils, de soins, de coupe, de coiffage et de coloration des cheveux texturés. Il y avait aussi une volonté vraiment d'avoir un moment d'écoute avec nos clients et nos clientes et d'essayer de faire de ce moment un moment un peu de détente et de soin et de transcender ces expériences de démêlage qui sont des fois un peu compliquées, de tressage qui peuvent être un peu compliquées. Vraiment, et c'est pour ça qu'on dit, nous, on est vraiment, c'est un positionnement. C'est pas qu'on est contre le défrisage ou contre les tresses avec extension, c'est un positionnement. On vient se glisser dans un espace dans le marché qui n'était pas encore occupé. Et donc l'offre, je vous l'ai dit, salon de coiffure spécialisé, formation destinée aux particuliers, parce qu'on forme des coiffeuses déjà parce qu'on a besoin. En fait, aujourd'hui, sur le marché, les CFC de coiffure ne forment pas sur les cheveux texturés. Donc, il a fallu qu'on mette en place une formation déjà pour nos coiffeuses, et ensuite, c'est une formation qui est disponible aussi pour les coiffeuses qui s'y intéressent. Je prends trop de temps, c'est ça ? Ouais. Elle offre donc de produits 100% naturels, écologiques, adaptés aux différentes boucles, des accessoires, et on a aussi un concept store. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'était dans cette idée de concept, de prolonger avec des livres, des accessoires, l'expérience tribu urbaine qu'on a envie de faire vivre à notre clientèle. Donc actuellement, on a 2 salons, on a à peu près 6000 clients et clientes dans notre base de données, 9 employés, 2 apprentis. On est revendeur de 6 marques principalement, Nancy Falaise, Innersense, NIR, EasyPousse, Oway, Denman, qui sont des marques qui sont soit biodynamiques, soit bio, soit en tout cas avec 98% de produits naturels. Et l'objectif en 2022, c'est où on se projette. Je vais essayer de faire aussi bien, Rose est partie maintenant, mais de faire aussi bien que Rose et d'aller même en Suisse alémanique avec des salons à Bienne, Bâle, Zurich et Berne, d'avoir 20 000 clients et clientes, 26 employés, et puis notre propre ligne de produits et d'accessoires à terme. Et puis aussi quelques chiffres. Moi, je donne mes chiffres vraiment de manière complètement transparente. D'ailleurs, en plus, on a une SA, je crois même que vous pouvez les trouver sur Internet. Donc la grande fierté qu'on a, comme je vous disais, le concept, il est carré. On a la... Quoi, il est carré ? On a la clientèle. Maintenant, il faut optimiser les processus, il faut optimiser les marges. Mais ce qui est intéressant, c'est que, voyez, je vous ai dit 2017, 100 000 francs de chiffre d'affaires, 2018, 2019, 2020, 2021. Alors après, c'est des chiffres qui peuvent être impressionnants comme ça, mais je n'ai pas mis les charges à côté. J'ai mis, là, c'est juste le chiffre d'affaires. Et on est d'accord que le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires moins les charges. Et puis que... Et que, comme tout le monde, on a eu Covid qui est passé par là sur 2020.
Donc voilà, ce qui est intéressant de voir aussi par rapport au marché de la coiffure, nous on fait 30% de notre chiffre d'affaires sur les produits, 70% sur le service, alors que dans un salon de coiffure traditionnel, c'est plutôt 12% sur les produits. Mais comme il y a très peu de produits naturels sur le marché, c'est clair que les gens viennent au salon même pour acheter les produits. La marge sur les produits, c'est à peu près 45%. Normalement, dans un business normal, c'est plutôt entre 50 et 60. Mais là, c'est des produits qu'on fait venir de loin, avec justement qui coûtent relativement cher, quoi. Bref, voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on manage. Voilà, donc les défis principaux, parce que c'est ce qu'on avait demandé. Hein. Donc l'ouverture de salon, environ 1 par année jusqu'en 2026. Donc wish us luck. Et puis le lancement de notre propre marque de produits. Voilà. Merci. À quoi un salon à Neuchâtel? En tout cas, merci beaucoup à Sylvie parce que j'avoue que ton histoire, ça me parle. Question identitaire parce que oui, moi j'ai beaucoup cherché à apprendre à aimer mes cheveux au naturel et j'ai réussi. Et maintenant, je peux à la fois porter des extensions et comme avoir mes cheveux. Mais le plus important, c'était d'apprendre à aimer mes cheveux et en prendre soin. Alors, merci beaucoup pour ce que tu fais. Merci Sylvie. Alors, maintenant, on va aussi accueillir une autre personne exceptionnelle. Elle s'appelle Perrine. Elle est à l'entreprise WhatsApp Africa. C'est une marque qui met en avant l'artisanat et l'industrie textile africaine. Elles sont 2, mais aujourd'hui, c'est Perrine qui est là. Et elles ont notamment un concept store à Genève. Merci d'applaudir Perrine. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là, surtout qu'en tant que bonne Genevoise, c'est la première fois que je viens à la Chaux-de-Fonds. C'est toujours très impressionnant, mais en effet, comme c'est souvent répété dans vos réseaux au niveau du festival, c'est très bienveillant et on le ressent. Je suis d'autant plus impressionnée parce que je passe après 2 monuments, donc du coup, je vais essayer de montrer tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, alors moi je m'appelle, donc je vais me présenter. Déjà félicitations à Sylvie, à Rose, j'ai été vraiment impressionnée par votre parcours. Donc moi je viens ici toute seule, on est en train de fêter nos 10 ans de la maison WhatsApp Africa. Donc après 10 ans, je suis normalement pas toute seule, on est quand même tout un réseau, mais aujourd'hui j'étais la seule disponible à faire cette route jusqu'à vous. Donc je vais me présenter, donc je m'appelle Perrine, j'ai 39 ans, je suis maman de 2 enfants, mon aîné fait 16 ans dans un mois, je le précise parce que c'est un processus d'avoir un enfant qui a 16 ans, et donc après, et une petite de 10 ans. J'ai envie de dire qu'en fait je suis une personne, pour me présenter rapidement, qui est très créative, très hyperactive et très très passionnée. Si ça résonne en vous, sachez que l'entrepreneuriat, normalement, ça arrive très vite à vous, en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'entrepreneuriat arrive à vous. Là où, je pense, se distingue l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un grand mot, je peux dire, assez autodidacte dans tout ce que je fais. Et quand on commence son entreprise, il y a toujours des grands axes. C'est pourquoi on fait cette entreprise? Pourquoi on se lance? Et je pense que ça, c'est une question qui souvent prend beaucoup de temps à répondre, mais qui est vraiment essentielle, parce qu'on pourra en parler après lors des échanges, mais il y a l'entrepreneuriat passion, l'entrepreneuriat culturel, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat commercial, et c'est vraiment, des fois on met tout dans un même box, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc clairement, WhatsApp, donc la maison WA, nous, on a un peu tout fait à l'envers, mais aujourd'hui, on est une maison, donc ça s'appelle la Maison OA, ou une maison de la créativité. Donc, on est tout un collectif de créatifs, de passionnés. Et c'est vrai que la base, c'est toujours la mise en avant du continent africain. Donc, moi, je ne me suis pas fini de me présenter. Donc, je suis donc d'un papa camerounais, d'une maman française, qui se sont rencontrés à Genève et qui ont pensé que c'était une belle ville pour poser leurs valises. Et donc, je suis née à Genève. J'ai eu cette grande chance, parce que je dis toujours, le métissage, il y a autant de métis que d'expérience, donc c'est une expérience. J'ai l'expérience mes parents donc vivent entre le Cameroun et la Suisse, donc depuis ma naissance, je suis tout le temps sur le continent. J'ai beaucoup plus de liens avec ma famille au Cameroun que ma famille en France. Donc voilà, j'ai une expérience métissée qui est un peu peut-être
peut-être particulière parce que j'ai cet ancrage très fort depuis petite. Et c'est vrai que un peu cette histoire est née parce que depuis petite, en effet, en voyageant beaucoup, c'est vrai que quand je revenais du Cameroun il y a, je sais pas, 30 ans, 35 ans en arrière, et que j'entendais comment les gens percevaient l'Afrique, j'avais toujours un décalage. Alors, je n'étais pas forcément frustrée, mais je me disais, waouh, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'ignorance, en fait. Je me disais, mais non. Et puis, c'est vrai que moi, avec ma perspective créative et de passionnée, sur le continent, j'ai toujours eu un paradigme de débrouille, de génie. Je voyais de la richesse, en fait, partout. Donc, j'avais une espèce de décalage. L'Afrique est pauvre, moi, je la voyais riche. Je disais, bon, OK. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Étant cette fibre entrepreneuriale depuis la naissance, je me suis dit, mon entrepreneuriat sera toujours en lien avec... au lieu de répondre aux gens en disant « mais non, c'est pas vrai, l'Afrique est riche », je vais leur démontrer par les actions que non. Donc voilà, donc toutes mes entreprises, tous mes projets ont toujours un lien avec le continent africain. C'est très clairement revendiqué. Et voilà, donc on a commencé avec Wax Up Africa. Donc Wax Up Africa, c'est la rencontre donc, de deux passionnés. Caroline, qui est absente, qui n'est, elle, pas afrodescendante, qui est suissesse d'origine, mais qui a cette africanité en elle et qui connaît presque mieux que moi le continent africain. Donc voilà, on a une équipe bien particulière et qui est assez représentative, c'est qu'on est dans une entreprise qui faisons la promotion de l'Afrique en n'étant pas forcément tous afrodescendants ou africains. Donc aujourd'hui, je crois qu'on les appelle les alliés. Et c'est vrai que moi, j'ai pas fait de longues études. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, c'est que nous, on a tout fait par passion. Et après, on nous a dit, ah, mais en fait, ce que vous faites, c'est du panafricanisme. Ah, mais en fait, ce que vous faites, ah, mais toi, en fait, on nous a tout d'un coup mis dans des cases, alors que nous, on n'avait pas du tout fonctionné comme ça. On est vraiment parti par le cœur. Donc on s'est rencontrés, Caroline et moi passionnée par les textiles, parce que mes parents ont toujours porté des tissus qui étaient fabriqués, confectionnés de façon artisanale ou industrielle sur le continent. Donc j'ai toujours été bercée dans cet univers-là. Et Caroline avait déjà aussi une marque à l'époque. Donc on se rencontre. J'étais addicte du portage. Donc j'ai cherché un porte-bébé en tissu wax et puis je ne trouvais pas. Puis j'ai mis un post sur Facebook. Puis elle m'a répondu. Elle habite à 10 km de moi. Elle m'a dit, j'en ai un chez moi. J'ai dit, ah bon, ok, super. Donc j'ai pris ma voiture. Je suis arrivée chez elle et j'ai vu qu'elle avait non seulement créé ce porte-bébé, mais qu'elle avait plein de produits en wax. Et il faut savoir qu'on démarre, donc on fête nos 10 ans cette année. Donc là, à ce moment-là, on est en 2012-2013. Et à ce moment-là, nous, on ne se rend pas compte parce qu'on fait partie des petits tout en bas, mais en haut de nous, au niveau des accords internationaux, on permet, en gros, je vous la fais très brève, au continent chinois de pouvoir importer de façon très, très laxiste beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très qualitatives sur le continent. Je mets les mots, je mets les formes, parce qu'aujourd'hui, j'ai 40 ans, il y a 20 ans en arrière, je vous aurais dit ça différemment, avec beaucoup plus d'agressivité. Voilà, donc du coup, nous, on est jeunes, on se dit, mais c'est quoi ce bordel, entre guillemets? Et je dois parler dans le micro, pardon. Et donc, du coup, moi, je réalise que quand mes parents reviennent du continent, du Cameroun ou autre, on me ramène des choses, je vois que les qualités, c'est plus celles de mon enfance. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On lave des tissus, ils gonflent, enfin, tout va mal. Je me dis, mais oui, on commence à entendre, ouais, ça vient du bled, qui veut dire c'est de la mauvaise qualité. Tout ce qu'on fait en moi, et je réalise très vite qu'au niveau politique, en fait, je m'étais peut-être pas, j'étais pas à ce moment-là en train de me rendre compte. Je me rends compte qu'en fait, en effet, on a affaire à du made in China, beaucoup, ou made in India, qui est sur le continent. Donc là, je vois les qualités de Caro, qui elle a une fille avec donc son papa est ghanéen, donc du coup elle avait beaucoup au Ghana, et je vois que la qualité est incroyable. Et là vraiment je touche, c'est vraiment du sensitif, je touche et puis je dis mais waouh, c'est quoi? Là elle me dit c'est des produits du Ghana. Je dis mais ce textile là ça fait longtemps que, et on commence à parler, commence à me conscientiser sur tout ça en me disant non mais en fait c'est ça, les tissus qu'on trouve actuellement. À l'époque, quand on a commencé, on était à 80%, n'étaient plus fabriqués sur le continent, mais venaient de Chine. Donc là, on a 20 ans, la fougue, on se dit, mais en fait, il faut absolument qu'on défende l'industrie africaine des textiles et qu'on la sauve. Aujourd'hui, on est en 2022, on a, je crois, 98% vient de Chine, donc on n'a absolument pas sauvé, on n'a rien fait. Par contre, ce qui a été intéressant, c'est que pendant toutes ces années, on a entre guillemets, ça peut faire un peu moraliste, mais c'est une réalité, on a pu éveiller ou sensibiliser des milliers de personnes sur la notion de c'est pas parce que tu achètes quelque chose au Sénégal qui vient du Sénégal. Et je pense que c'est vraiment une dimension qui est essentielle dans ce qu'on appelle, donc nous on a commencé Wax Up qui était une marque, on s'appelait une marque consciente. Il faut savoir qu'on est avant le Covid, avant Floyd, avant l'Afrique c'est cool et avant manger vegan c'est cool. Donc en fait on est vraiment on est vraiment avant-gardiste, et aujourd'hui
on se retrouve un peu dans les tendances, alors qu'à l'époque, mon associée, par exemple, est végane depuis 30 ans, donc je n'imagine même pas par quoi elle est passée, à crier dans les rues d'Accra, manger du pain brun, brown bread, enfin, voilà, on revient de loin. Et là, on est là, oui, enfin, c'est maintenant peut-être que les messages peuvent passer. Donc du coup, Wax Up Africa, il y a 10 ans, donc oui, le textile, mais finalement derrière, c'est pas vraiment une idée de vendre un produit, mais c'est de vendre une idéologie, une vision, une conscience. Donc c'est la consommation, c'est-à-dire quand on achète quelque chose, et c'est pas de dire il faut que acheter des bonnes choses. Moi, j'ai des ados, je peux aller manger au McDo, voilà, mais je sais que ce que je consomme, d'où ça vient. Et je pense que ça, c'est un respect vis-à-vis du consommateur qui est essentiel, de marquer d'où viennent les choses. Donc voilà, donc nous, on est une entreprise, donc Wax Up Africa. Je crois que j'ai fait hyper long là, je suis désolée. Et, voilà, donc du coup, Wax Up Africa, c'est la marque. 10 ans, j'ai amené avec moi 5 minutes, c'est 4 campagnes qu'on a fait, parce qu'en fait, au lieu de, nous on n'est pas des designers, donc on va pas forcément créer, pardon, non mais c'est pas grave. On va pas forcément créer des collections, mais on appelle ça nous des campagnes qui sont en fait, on utilise donc le textile, la mode pour sensibiliser. Donc vous verrez, il y a 5 campagnes qu'on a créées jusqu'à présent, et plus récemment Africa Lab, qui est un concept store sur Genève, qu'on a ouvert en fin 2019, donc aussi à la meilleure période qu'on puisse rêver. J'aime bien les images, et nous on avait vraiment cette image qu'on était en train de courir, et qu'enfin ça fonctionnait, et qu'enfin on allait y arriver, puis que tout à coup quelqu'un avait juste mis son pied et qu'on avait fait et que voilà. Donc en fait nous ça fait 2 ans on marche, mais on est des morts vivants depuis 2 ans, parce qu'il faut savoir que notre Wax Up, 80% de notre chiffre d'affaires est fait via les festivals. Donc s'il n'y a pas de festival, ça fait 80% en moins. Notre chance, c'est que nous sommes dans un entrepreneuriat social et culturel. Donc, on est tous salariés à côté. Donc, amener des chiffres, pour moi, c'est pas très parlant, parce que si aujourd'hui, après 10 ans, on me demande si j'ai réussi, mon cœur a envie de dire oui, bravo, tu as réussi. Mon porte-monnaie me dit, mais à quel moment tu t'es dit que... Donc voilà, c'est pour ça que la réussite aussi, elle se chiffre différent. Dans un paradigme de commerce, c'est en francs. Mais dans notre entrepreneuriat, qui est un entrepreneuriat très militantiste, éveiller les consciences, c'est une forme de richesse. Donc oui, on a réussi sur un plan, mais pas sur l'autre. Et aujourd'hui, on sera peut-être amené à parler de One. Les projets qui arrivent sont justement comment réussir à faire du solidaire en faisant de l'argent, mais de l'argent conscient, etc. Donc des nouveaux projets sont en train d'arriver. Et voilà, mais désolée, je parle énormément. Donc voilà, donc je vous laisse regarder les petites campagnes, parce que souvent on dit que les images parlent plus que les mots, et puis à tout à l'heure. Senguni,
effort, go back there. Summertime vibing here. Wake up, stay blessed, no fear. It's time that we fly natural wings, my dear. Today I just wanna be free, just me. As I sit back with my feet up, be up, show my queen love. Pray to start my day and get my piece of divine light, align right. Keep everything in hindsight, connect to the most high and shine bright. The introduction of a black king with a black queen, picture that scene, no scheme. We giving you good lyrics, you hear it, oh incoherent. You hate it, oh you was getting it, feel it all in your spirit. Pour moi, rare, c'est quelque chose que tout le monde veut avoir. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. C'est quelque chose qui se doit d'être préservé, tu vois, qu'il faut traiter avec respect. Rare is when, for instance, a person is the best them that they can be. Ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être beaucoup de choses. Je pense que c'est des éventualités qu'on rencontre pas souvent, que ce soit un moment ou que ce soit un objet. Pourtant, je ne rattacherai pas un objet en particulier, mais plutôt à des rencontres. Je dirais le mot qui me définit le mieux, je dirais motivant, souriant et positif. Je dirais sensible peut-être. Interconnected, because I believe that we are all interconnected. No one is more important than another person. Moi, je dirais la patience. C'est quelque chose chez moi qui j'essaie dans tout, autant quand je crée ou mes relations avec les gens, qui me permet d'avoir une certaine clarté et d'être en accord avec moi-même. Moi, je suis toujours inspiré par les énergies, autant dans un objet, la passion d'une personne ou une situation. Ça peut être aussi une atmosphère. La musique ça m'inspire. My inspiration is seeing joy. Je dirais Tupac et Muhammad Ali, c'est un peu le même profil, des rebelles un peu, mais qui sont toujours avec de la motivation, qui savent s'exprimer, ouais, qui sont motivants quoi. See them laughing as they passing and harass me colder. Cause see my passion keeps on passing me, I'm getting older. That's why I rarely let people at my job know I rap. Cause that just turned to some circus like I'm an acrobat. And my workers are nosy and I don't miss it hardly. Can you do a rap at a job Christmas party? Hell no, you ain't shit offended you would ask me to. Don't get it twisted that I'm working here cause I'm just punching shots. Slaving all day, slaving all night. We work slow days and we work slow nights. Slaving all day, slaving all night. Long days and we work slow nights. Slaving night, works days, works night, slaving day, slaving night, works days, works night. Waouh, magnifique. En tout cas, sur la dernière photo que vous avez pu voir, c'était le comité. Le collectif, voilà. En tout cas, Perrine, merci. Vraiment, c'est inspirant. Et je me rends compte, jusqu'à maintenant, on a vraiment des histoires. On se rend compte du besoin. Il y a un besoin et vous avez créé. Merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à nos dernières intervenantes. Là, on va partir encore, cette fois-ci, pour un peu titiller je ne sais même plus dire le mot, vous vous rendez compte. Pour titiller nos papis, je vous prie d'accueillir Katia et Noëlla.
Elle nous propose une expérience authentique, transparente, faisant le lien entre le Nord et le Sud. Elle va nous en dire un peu plus. Merci mesdames et merci de les applaudir. Bonjour à tous et toutes. Bonjour. On est un peu la pièce rapportée parce qu'on vient de France, malheureusement. Mais voilà. Du repas. Fromage, vin, moi, on ne va pas parler du tout de ça. On va parler d'Afrique et d'Afrique fraîche. Et désolé pour ma voix. Je ne fume pas de gitane, c'est juste que j'ai attrapé froid et voilà. Et donc voilà, qu'est-ce que Fresh Africa? En fait, on se présente toutes les deux comme on va dire qu'une entreprise qui construit des ponts vertueux entre le Sud et le Nord. Et comment on le fait? C'est un pont, on va passer par la gastronomie et surtout il y a beaucoup de technologie. Et nous, on a décidé avec Fresh Africa de mettre la technologie au service de l'impact. Alors, on se présente, Noëlla, qui est originaire du Cameroun, qui a grandi en France, et moi, Katia, originaire du Congo. J'ai entendu que j'étais chez moi ici, apparemment il y a beaucoup de Congolais. Donc, j'ai grandi au Congo, et j'ai grandi en France et je suis née au Congo. Donc, on est toutes les deux profils totalement différents. Noëlla, qui fait voler le citron, là, c'est la créa du groupe, et moi, donc elle a une formation, elle a un MBA en marketing, et moi, je suis juriste de formation. Donc, au-delà de ça, je suis très passionnée par la cuisine, et je suis allée jusqu'à aller passer un diplôme en France qu'on appelle le CAP, donc c'est un diplôme de cuisine. Et on est toutes les deux, on a ce point commun qu'on a découvert longtemps après s'être connus, qu'on est des petites filles d'agriculteurs. Et on a grandi au village, on passait nos étés au village avec nos grands-parents qui nous faisaient goûter des citrons directement cueillis de l'arbre. Et en fait, avant de lancer cette entreprise-là, toutes les deux, on a été présentés par des amis communs, qui ne sont plus des amis, mais nous on est restés amis, c'est l'essentiel. Et donc, vraiment, ce qui, toutes ces années, nous a guidés, c'est vraiment le partage de valeurs communes, en sachant que Fresh Africa, c'est notre troisième aventure toutes les deux. On a vraiment tout vécu. On est un vrai couple entrepreneurial. Pour l'instant, pas divorcé, donc ça marche bien. On a été salariés toutes les deux. J'ai été sa responsable. Ensuite, moi, j'ai créé une agence de communication. J'étais toute seule. Un jour, elle m'a trouvée. J'avais la tête sous l'eau. J'en pouvais plus. Et elle s'est dit, mais en fait, ce problème-là, ce sur lequel tu es là, moi je peux totalement le régler. Et c'est comme ça que Katia m'a rejoint dans l'aventure. Et ensuite, moi je l'ai rejoint dans l'aventure aussi. Donc Fresh Africa, initialement, qui avait un autre nom qu'elle ne veut toujours pas révéler, je ne sais pas pourquoi. Donc c'était son idée initialement à Katia, elle vous en parlera. Et moi je l'ai rejoint dans cette aventure aussi. Et vraiment ce qui est le ciment de cette aventure et des précédentes aventures, c'est nos valeurs communes. À savoir que toutes les deux, on croit à un monde plus juste et surtout à la technologie qui est très souvent décriée, mais qui peut être un outil très utile en fait pour accélérer le progrès, un monde bien entendu plus durable et des échanges très justes, plus justes entre l'Afrique et l'Europe. C'est important, nous sommes des filles de la diaspora, on est nées toutes les deux sur le continent, on a grandi ici. Et il était important pour nous d'avoir un projet qui lie les deux, c'est très important. Et surtout, il y a des problèmes là-bas et ici. En fait, c'est ça justement, en se baladant un peu partout en Afrique et dans le reste du monde, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des problèmes en Afrique qui pouvaient être résolus par les problèmes en France ou vice-versa. Je vais m'expliquer. En allant sur le terrain, on a constaté que par exemple, les producteurs qui sont nos grands-parents, nos familles qui se trouvent souvent dans des zones enclavées, ils se retrouvent avec un gaspillage de produits. À peu près, pour vous donner un chiffre, 52% des produits ne sortent pas des champs, donc ils finissent à pourrir par terre. Parce qu'un producteur qui est dans une zone enclavée,
il va travailler souvent seul. Ils ont quand on va vous parler de petits producteurs, c'est pas en termes de taille de l'exploitation. Souvent, en moyenne, un producteur africain, c'est 4 hectares. Mais il va pouvoir, par exemple, ne travailler qu'un seul hectare parce qu'il va travailler seul avec sa femme. Et quand ça ne suffit pas, il ramène ses enfants aussi dans le champ. Donc, ils n'arrivent pas à sortir ces produits, à aller les écouler, ne fût-ce que même dans la ville la plus proche. Et des fois, ils se retrouvent avec des produits qui sont pas forcément familiers ou utilisés par la population en général. Ils peuvent se trouver, par exemple, avec des goyaves très rares qui ne vont pas pouvoir sortir. Ici, en France, on a un problème de qualité énorme, enfin en France, en Europe en général, on a un problème de qualité au niveau des produits qu'on consomme. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais un avocat que vous allez consommer, il a été cueilli 30 jours en amont. En Amérique du Sud, par exemple, il a traversé toutes ces régions en bateau. Il est cueilli avant sa maturité. Il arrive ici, souvent, il va être fade. Vous allez garder un avocat chez vous, le premier jour, vous n'arrivez pas à l'ouvrir. 2 jours après, vous l'ouvrez, il est totalement pourri. Et donc, voilà. Et ça, en fait, c'est dû par soit les traitements qu'il a subis pour pouvoir voyager, soit le fait qu'il soit cueilli par la maturité. Il y a plein de raisons qu'on ne nous montre pas. Alors que là-bas, on a souvent des produits qui sont de très bonne qualité, qui n'arrivent pas à quitter les exploitations. Et on s'est dit, en fait, en allant chercher comme ça mes produits quand je fais à manger, quand je cuisine, comme j'ai grandi des deux côtés, je mets toujours des produits de chez nous. Et je me suis rendu compte que ces produits n'étaient pas de qualité. Et qu'en plus, on était totalement dépendant de l'endroit d'où ils venaient. On n'avait pas d'histoire, on ne savait pas d'où est-ce que ça venait, qui est-ce qui les avait cultivés, comment est-ce que ça avait été fait. Et un jour, nous, en fait, en France, on a un endroit, un quartier qui s'appelle Château-Rouge, et c'est là que souvent on va venir chercher les produits tropicaux. Ils ont eu l'idée en France de fermer la station de métro pendant 1 an. J'ai jamais vu ça. Ça veut dire qu'elle n'était pas accessible. Les gens devaient descendre à une station de métro avant. Souvent, les populations qui ont besoin de ces produits vont habiter très très loin de Paris, et donc ils tapent peut-être des fois 1h30 de chemin pour arriver jusqu'à là. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que si on digitalisait ce processus, que les gens n'aient plus à se déplacer, qui commandent leurs produits, on leur amène, ça serait beaucoup plus simple à faire, et on serait plus dépendant d'un maire qui veut fermer un quartier, par exemple. Et en commençant à chercher des petits produits, des producteurs, je savais qu'ils existaient parce que j'ai grandi avec. Je me suis rendu compte que quand j'allais sur un site qui est spécialisé en agroalimentaire, à chaque fois que je contactais les gens, j'avais des Chinois, des Libanais, de tout ce que vous voulez, qui venaient me vendre de la chikwang. Ça me paraissait complètement fou. Pour moi, c'était vraiment, désolé du mot, c'était une dinguerie. Et quand je voyais le prix auquel ils me vendaient ces produits, ils me vendaient un sac de chikwang, par exemple, de 10 kilos à 10 €. Alors qu'une chikwang en France, ça s'achète 1,50 € la pièce. Donc je me suis dit, à combien est-ce qu'ils achètent au producteur? La marge parce qu'ils doivent se faire une marge, eux, pour que ça arrive à la boutique à ce prix-là, c'est qu'ils doivent le tuer, le mec, au bout. Et de là, je me suis dit, j'ai grandi avec ces gens-là. On va arrêter d'aller sur les sites internet, on va aller directement les chercher, on va discuter avec eux directement, on va casser tous ces intermédiaires et on va venir leur amener le produit. Et il y a un truc que je voulais absolument, c'était qu'on les revalorise, ces produits. Il fallait qu'on leur donne une bonne image, il fallait qu'ils soient remis à leur juste valeur, parce qu'on a les meilleurs produits au monde, on a les meilleures qualités, on a des produits qui sont bons pour la santé, etc. Et je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui était très très fort en marketing. Et je connaissais pour moi la meilleure de France. Donc du coup, je suis allée la chercher. Je suis allée la chercher là où elle était. Au début, elle a refusé. Je me suis dit, il faut que j'y aille vite avant que Google l'attrape. Et je suis allée chercher Noëlla, et c'est comme ça qu'elle m'a rejoint dans l'aventure. Merci. La légende qui est totalement fausse veut que c'est quand j'ai vu le business plan. C'est quand elle a vu le business plan qu'elle a craqué. Que je l'ai rejoint, mais c'est totalement faux. Et donc voilà, on vous a raconté tout ça. En gros, qu'est-ce que nous on fait chez Fresh Africa? Fresh Africa avec un K, c'est important le K. On vous expliquera après si vous voulez. Qu'est-ce que l'on fait en fait, nous, c'est qu'on va construire des filières qui sont vertueuses et transparentes de fruits tropicaux ultra frais, garantis par la blockchain. En gros, on est une chaîne logistique où on va contrôler toute la chaîne de valeur. On a coupé les intermédiaires depuis le sourcing. Donc, comme elle vous disait Katia, le sourcing qui est particulier parce qu'on travaille avec des petits producteurs qui se trouvent dans des zones enclavées. Donc, on va contrôler le sourcing jusqu'à la livraison des produits ici en Europe. Et bien entendu, on est une start-up dans la food tech. On a introduit beaucoup de technologies pour la transparence et la traçabilité. Et on s'appuie dessus sur la blockchain. On vous expliquera, bien entendu, si vous voulez, après.
Et voilà. En fait, comme elle vous le disait, donc on va directement, en fait, quand on arrive en Afrique, on n'est plus les petites Européennes. On redevient les enfants de là-bas. Comme vous voyez, on peut arriver, on parle avec le chef du village s'il le faut, avec toutes les coutumes qu'il faut, lui ramener sa bouteille de vin, lui ramener sa pioche, tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement avec eux. Mais en fait, on va vraiment les voir nous-mêmes. On rentre dans ces villages et on y va par tous les moyens s'il faut. S'il faut prendre la pirogue, on le fait. On fait vraiment tout pour les atteindre. Et clairement, en fait, c'est toujours la question qu'on nous pose, mais c'est pour qui Fresh Africa? Donc, et sachant qu'au début, dès le début, on s'est toujours dit qu'on va adresser tant le B2C, donc vous, ou les professionnels. Donc, je me souviens d'un rendez-vous qui a traumatisé Katia, qui est ressortie de là, mais complètement énervée, où un monsieur qui pourtant finance des entreprises en France, qui nous dit mais en fait, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. B2C, B2B, oubliez, il faut choisir un canal, ce n'est pas possible. Après, il nous écoute. Malheureusement, en fait, on fait toujours face à ces biais-là. Il a vu 2 filles noires qui parlent d'Afrique, donc qui veulent rapporter des produits. Il s'est dit, ah ouais, mais en fait, c'est de l'import-export que vous voulez faire, tout simplement. On lui dit, mais non, on est une start-up, on veut mettre de la tech, la traçabilité, etc. Et il nous a juste dit, c'est impossible. Cassia est sortie de là complètement énervée. Mais honnêtement, ça a été un moteur pour nous, mais énorme, quoi. Donc, on a transformé cette frustration et cette rage. Et donc, pour en revenir à cette question-là, qui, en fait... à qui on s'adresse, c'est autant vous, donc en B2C, ou en B2B, donc ça va être des restaurateurs, des épiceries fines, et même des grossistes. On a, je ne sais pas si ça vous parle, en France, il y a le fameux marché de Rungis, qui est le plus grand marché de produits frais, le marché des professionnels, en fait. Et, voilà, le but, c'est de venir court-circuiter dès la base, en fait, la distribution des produits. Et donc, en termes d'équipe, sachant que nous, on est, contrairement à Rose qui était là, qui est la doyenne, votre inspiration, nous, on est une baby start-up. Hein. On a 17 ou 19 mois. Ouais, 19 mois. Voilà, on a mis, en janvier, on était toutes les deux, janvier de l'année dernière. L'entreprise a été créée officiellement en mars 2021. Et voilà, en juin, on avait nos 2 premiers apprentis. Voilà, là, à l'heure actuelle, on est une équipe de 10 et l'équipe va grossir encore plus. Et sachant qu'on accélère dans la partie tech, développement de toute notre plateforme. Donc les équipes, on les forme ici, mais on les forme aussi là-bas. À chaque fois qu'on arrive sur place, on veut créer de l'emploi, on veut créer de l'impact. On veut pas simplement venir acheter des produits au prix juste comme on dirait et repartir, mais on a remarqué qu'en fait, en arrivant, en créant des emplois, en donnant plus d'argent aux producteurs, il peut embaucher plus de personnes. Nous-mêmes sur place, on a besoin de personnes qui vont pouvoir faire le pré-sourcing. Avant qu'on aille dans un village, il y a des gens qui sont venus, qui savent que dans tel coin, on peut trouver tel producteur qui produit ça et ça. Donc on les construit, on construit tant ici que là-bas en fait. Ah, les gros mots que j'ai utilisés tout à l'heure, blockchain et tout ça. En fait, effectivement, c'est des mots qui sont très tendance. Et comme, en fait, on est effectivement, là en ce moment, on va dire que les étoiles sont alignées. On est dans une période où le consommateur veut savoir ce qu'il y a dans son assiette précisément. Donc nous, Fresh Africa, c'est ce qu'on va lui proposer, la possibilité de savoir d'où vient exactement son produit. En fait, on va sortir du schéma classique où, je ne sais pas comment c'est chez vous ici, mais en France, clairement, on va aller en supermarché, on va avoir un ananas, on va avoir Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire, ok, Côte d'Ivoire, c'est un pays, il y a des régions. Donc nous, on va aller plus loin que ça. Donc c'est un ananas de Côte d'Ivoire, qui est de telle région exactement, par tel producteur, mettre en avant le producteur. Donc on va dire, il y a cette tendance-là, savoir la transparence, savoir ce qu'on mange exactement, s'assurer que les produits sont 100% naturels. En fait, nous, on n'a pas créé le projet en se disant c'est à la mode. Vraiment, Fresh Africa, avant tout, c'est un projet qui vient des tripes. On peut vous raconter comme on veut, mais c'est un projet qui est né là, quoi. Et c'était de dire... en fait, tout ce qu'on
on propose maintenant, c'est aligné, mais ce n'est pas calculé du tout. Donc, on se dit, on intègre la blockchain. La blockchain, c'est le futur, en fait. La blockchain, c'est pour faire simple. On est, si vous voyez, je ne vais pas vous embrouiller, on est à l'ère du 2.0, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Sauf que l'information, elle est centralisée. Ce que vous postez sur Instagram, Facebook, ça appartient à Instagram et Facebook. Et l'objectif du Web 3.0, c'est de décentraliser tout ça et qu'il n'y ait pas de quelqu'un qui puisse contrôler cette information. Je vulgarise, hein, mais c'est pour ne pas vous embrouiller. Et donc, le fait d'intégrer la blockchain, en fait, la blockchain, ça va être un tiers de confiance. Parce que tout ce qui est label Fairtrade et tout ça, ils nous disent qu'ils sont en fer, mais les dessous, quand vous grattez dans les dessous, vous vous rendez compte que les rapports avec les producteurs ne sont pas si fair que ça. Et on a souvent l'image du petit producteur, mais ce n'est pas ça dans l'envers du décor. Et donc, c'est de se dire, nous, Fresh Africa, il ne suffit pas en fait d'avoir une promesse, c'est que derrière, elle puisse être vérifiée et surtout pas manipulée par nous. D'où l'intérêt de la blockchain, c'est qu'une fois que les informations sont envoyées par le producteur, il a récolté, nous, on n'a plus la main dessus en fait. C'est stocké dans 10 ordinateurs. L'information est éclatée et il suffit qu'il y ait un maillon qui ne soit pas vérifié, et bien en fait, on va dire que l'information finale n'est pas validée. C'est l'intérêt un peu de la blockchain, ne pas pouvoir modifier les informations et voilà. Pour vous donner un exemple concret, un producteur aujourd'hui, on va lui donner une petite application, donc toute simple, dans laquelle il va nous dire j'ai telle quantité de produits, je l'ai planté à tel moment, je l'ai traité comme ça. Nous, on garantit que nos produits, il n'y a pas de pesticides, il n'y a rien de chimique dedans. Si jamais lui, il a mis quelque chose de chimique, cette information, il va la balancer directement sur la blockchain, on ne peut pas venir l'attraper et la changer et vous vendre quand même les produits. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est voir que là, comme Noëlla disait, il y a un maillon qui a été cassé et ne pas vendre les produits. Mais en fait, ce que ça garantit, c'est que c'est la parole du producteur et ce n'est pas la parole de Fresh Africa qui vous dit que nos produits sont comme ça ou que le producteur a été payé. En fait, dès le moment où il a été payé, à tel prix, il y a un push qui est envoyé sur la blockchain et c'est bloqué. Donc si quelqu'un veut vérifier que ses producteurs sont bien payés, comme c'est arrivé par exemple chez Max Havelaar ou Fairtrade, on a remarqué qu'ils ne payaient pas leurs producteurs, il suffit d'aller sur la blockchain, tu regardes l'info, tu sais qu'il a été payé à tel moment. En fait, c'est une manière de se dire que demain, on va être tellement transparent que même nous, on ne peut plus maîtriser les informations qui sont données. Et on parlait au début de la technologie au service de l'impact. Au-delà de la transparence et de la traçabilité, il y a ce côté aussi, avoir un impact positif sur les communautés, sur place. Parce que prendre les produits, les ramener ici, c'est cool, mais c'est un schéma c'est toujours dans le même sens. Sud-nord, sud-nord. Et qu'est-ce qui reste dans le sud? Qu'est-ce qu'on fait sur place? Donc c'est important pour nous toujours, au-delà des produits, d'avoir un impact sur place. Et c'est pour ça que on est en train de travailler en fait sur des collections de NFT. En fait, quand on arrive dans un pays, on voit des enfants dans les champs, on voit tout plein de problèmes, des enfants qui ne vont pas à l'école. Tu demandes, mais ces enfants, ils ne sont pas à l'école. La personne à qui tu poses la question est morte de rire. Parce qu'en fait, réellement, on a vraiment eu ce truc et le gars rigole. Mais il n'y a pas d'école ici, mais de quoi tu parles? Et en fait, tu ne peux pas te dire, OK, j'ai payé le prix juste et je m'en vais. Donc, c'est de dire comment est-ce que je vais faire pour, avec l'impact que je vais avoir, pour régler ces problèmes-là. Aujourd'hui, on est en train de créer des modèles qui vont nous permettre demain d'aller chercher peut-être des fonds européens, des fonds mondiaux, qui vont pouvoir alimenter des modèles dans tous les villages où on arrive. On veut installer, par exemple, ils ont des problèmes d'électricité, on va installer des panneaux solaires. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, on a utilisé, en fait, peut-être un objet que vous avez vu, dont vous avez entendu parler, c'est le NFT. Donc, ce NFT, quand vous vendez un NFT, vous prenez une image que vous allez vendre. En une journée, vous pouvez vous faire 1 million, 1,5 million. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Arriver dans un village, on peut installer des panneaux, on peut donner de l'accès à l'éducation, on peut faire tout plein de choses. Et donc, encore une fois, on a utilisé la technologie pour pouvoir régler des problèmes, en fait. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est un hack quelque part. C'est de se servir du système actuel pour le détourner et créer de l'impact. Et en fait, au-delà de ces NFT, comme on a pensé, c'est vraiment une communauté. Une communauté, les possesseurs des NFT peuvent voter en fait sur les actions qu'on va avoir sur place. C'est de dire, OK, voilà, par exemple, là, on est dans un village au Cameroun, on a remarqué qu'il manquait ça, on a un fonds, qu'est-ce qu'on fait? Vous votez pour quelles sont les prochaines actions qu'on peut avoir? Et voilà, donc les personnes votent. Et il y a également la possibilité de faire des microcrédits
crédit pour les producteurs. Pareil, c'est un des problèmes qu'on a vu. Les producteurs, on sait qu'ils remboursent super bien. 99% des prêts sont remboursés, mais il n'y a personne qui veut... Enfin, on ne veut pas leur donner les prêts, des microcrédits, 3 000 € parce que souvent, il n'y a pas de garant derrière. Donc, arriver en se disant, OK, moi, j'ai 500 000 € pour backup des producteurs. À chaque fois qu'ils vont aller demander un crédit, ils savent que derrière, ils ont Fresh Africa qui vont rembourser si jamais le producteur ne le fait pas. Donc, c'est nous qui prenons ce risque-là. Donc, c'est pareil, c'est encore une fois utiliser la technologie pour hacker le système. Exactement. Et donc, je vous ai dit qu'on est une baby startup, donc 19 mois. Là, en un an, donc, on a commencé logiquement par nos pays d'origine, le Cameroun et le Congo RDC, qu'il faut savoir sont les pays les plus difficiles en Afrique, compliqués. Donc, si tu arrives à réussir là-bas, tu peux réussir partout. Et comme on aime bien les problèmes, on a commencé dans nos pays. Là, on revient de près d'un mois de sourcing au Sénégal. Et donc, l'objectif, toujours, on est dans la saisonnalité, c'est de respecter la saisonnalité. Et donc, voilà, des régions où il y a la saison des pluies, fuir la saison des pluies. Et l'idée, c'est de faire découvrir aussi la richesse des produits africains. Et donc, on l'a dit au début, sourcer tous les produits en Afrique subsaharienne. Donc là, on ouvre l'Afrique de l'Ouest et bientôt l'Afrique de l'Est. Et voilà, en un an, donc 2 pays. On a travaillé avec une vingtaine de petits producteurs, donc un peu plus là maintenant avec le Sénégal. Et donc en 19 mois, en fait, on a une aventure folle, en fait, à savoir que l'entrepreneuriat, c'est honnêtement que des problèmes. Vraiment. Je ne vais pas vous dire que c'est que des problèmes. Tous les jours, tu te lèves, tu te dis, OK, comment je vais résoudre ce problème-là? Mais au-delà de ça, il y a des belles choses qui se passent, il y a des belles choses qui sont passées pour nous. Sachant que maintenant, on a Google comme investisseur. Après, derrière, on a eu le soutien on est incubé à Station F. Donc, ils disent que c'est le plus grand incubateur de start-up au monde. C'est ce qu'ils disent. Donc, voilà. Et merci. Et voilà, c'est une super belle aventure que l'on vit depuis 19 mois, quoi. Voilà. En tout cas, on a été très heureuse d'être accueillis par les Suisses. Vous êtes super bienveillants. C'était très, très, très doux d'être ici. Et du coup, on pense à s'installer ici. Comment ? Oui, mais je parle de l'accueil seulement. Je n'ai pas parlé de la continuité. On ne sait pas ce qui va se passer. Et voilà. Donc, je ne sais pas. Ah oui, les questions arrivent après. Donc, merci, en tout cas, de votre écoute. Merci beaucoup. Merci Katia et Noëlla. Franchement, je suis très admirative de ce que vous faites. C'est génial. J'avoue que blockchain, NFT, tout ça, c'est pas encore très clair pour moi, mais on aura l'occasion, je pense, de développer un peu tout ça vers la fin. Bon, je sais pas pour vous, je pense que le cerveau l'a un peu chauffé, beaucoup d'informations en même temps. Il est temps de prendre une petite pause. On se retrouve dans 15 minutes. Il est 10 minutes? Ouais, parce qu'on a fait un peu plus long. Ok, 10 minutes. Donc là, je sais pas, il est quelle heure? Alors, il est 6. Alors, on se dit que d'ici 21. Il est 6 ou 16? Il est 16h. Il est 16h06. Rendez-vous avec Cara tout à l'heure. 21, on a dit 10 parce que...